Bonjour à tous, à toutes et à tous, chers collègues. Nous démarrons nos travaux. Alors, par courrier en date du 16 novembre dernier, Madame la Première ministre a fait savoir à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale que, conformément aux dispositions de l'article L. 5312-6 du Code du travail, il est envisagé de nommer M. Thibault Guilly à la direction générale de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, à savoir Pôle emploi et très prochainement l'opérateur France Travail. Il résulte des lois organiques et ordinaires du 23 juillet 2010 que cette nomination fait l'objet d'un avis public des commissions des affaires sociales de chaque assemblée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale m'a donc demandé par courrier en date du 23 novembre de lui faire connaître l'avis de notre commission. Nous sommes réunis ce matin à cette fin. Les dispositions de l'article 29-1 de notre règlement sont donc applicables. Dès lors, cette proposition de nomination appelle la désignation d'un rapporteur appartenant à un groupe d'opposition ou minoritaire. En début de législature, la Commission a décidé que les référents seraient appelés à exercer, le moment venu, ces fonctions de rapporteur. Notre rapporteur sera donc Adrien Clouet, qui a été désigné référent pour Pôle emploi le 27 septembre 2022. Au préalable, je vais préciser comment notre réunion va se dérouler. Je vous demanderai d'abord, Monsieur Guilly, en une dizaine de minutes, de vous présenter et de nous donner quelques orientations sur la manière dont vous envisagez les fonctions auxquelles vous êtes désigné, sachant que les commissaires ont eu communication hier de votre CV. Ensuite, je donnerai la parole à notre rapporteur pour 10 minutes, à l'issue desquelles vous disposerez du temps nécessaire pour répondre. Après vos réponses, le rapporteur, s'il le juge nécessaire, pourra vous demander de préciser ou compléter certains points. Et après cette nouvelle série de réponses éventuelles, je donnerai la parole aux orateurs de groupe et aux autres députés pour 2 minutes chacun. Nous conclurons bien sûr sur vos réponses à l'ensemble de ces questions. J'appelle l'attention de chacune et chacun sur le strict respect des temps de parole, car nous devrons en avoir terminé, de sorte que M. Guilly puisse ensuite se présenter devant la Commission des affaires sociales du Sénat, où il est attendu à 11h. Une fois notre audition terminée, nous passerons au vote sur cette proposition de nomination, hors la présence de M. Guilly. Il s'agira d'un scrutin secret pour lequel un bulletin vous a été remis. Je vous rappelle que l'article 13 de l'instruction générale du Bureau dispose que les délégations du droit de vote ne peuvent avoir effet pour un scrutin secret. Le dépouillement des bulletins n'interviendra que lorsque la commission du Sénat aura elle-même procédé à son vote, c'est-à-dire aux environs de 12h30 aujourd'hui. À cette fin, j'invite 2 collègues de la majorité et des oppositions à se faire connaître afin de se porter garant de notre vote et de prêter leur concours en tant que scrutateurs pour ce dépouillement en fin de matinée. Leur contribution sera grandement appréciée. Alors, est-ce qu'il y a des volontaires pour être scrutateurs tout à l'heure ? Merci Philippe. Il faudrait un scrutateur d'un groupe d'opposition, s'il vous plaît. Monsieur Clouet, peut-être, non ? En tant que rapporteur, ça me paraît intéressant. Merci, Monsieur Clouet. Très bien. Le directeur général de Pôle emploi est nommé par décret après avis du conseil d'administration. Comme vous le savez, il s'agit de nominations régies par l'article 13 de la Constitution. Le président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission compétente de l'Assemblée nationale et du Sénat représente au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des 2 commissions. Voilà pour tout le déroulé de ce scrutin. Monsieur Guilly, je vais donc maintenant, sans plus tarder, vous donner la parole. Bienvenue.
Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. C'est un honneur pour moi de me présenter devant vous en tant que candidat à la Direction générale de Pôle emploi. Cette audition constitue une occasion de détailler avec vous les enjeux, les priorités et les défis pour Pôle emploi, qui écrira bientôt une nouvelle page de son histoire avec l'avènement de France Travail. En m'autorisant à défendre ma candidature devant vous, Mesdames et Messieurs les députés, le gouvernement m'honore de sa confiance. Et par cette audition, je souhaite désormais solliciter la vôtre afin de me voir confier cette mission au service de l'objectif de plein emploi. Derrière cette marque de confiance, il me semble que le gouvernement réaffirme sa volonté de mettre en œuvre les propositions du projet France Travail. Vous le savez, elles ont fait l'objet d'une vaste concertation avec tous les acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la formation, puis d'un débat parlementaire de qualité jusqu'à l'adoption définitive du projet de loi plein emploi. En cela, il s'agit aussi de la validation d'une méthode, celle de la co-construction, que j'ai toujours défendu et qui me paraît essentiel pour parvenir à transformer Pôle emploi en France Travail et pour assurer une meilleure coopération entre les acteurs. Enfin, pour ma part, cette candidature, c'est aussi une chance unique de poursuivre mon engagement personnel, auquel je consacre toute mon énergie depuis 25 ans, permettre l'accès du plus grand nombre à l'autonomie et la dignité par le travail. Si vous le permettez, avant de détailler ma vision des priorités pour France Travail, puis de me soumettre à vos différentes questions, je vous propose donc de revenir brièvement sur mon parcours. D'abord, j'ai consacré plus de 20 ans de ma vie à l'entrepreneuriat social, avec toujours la même aspiration, celle de faire en sorte que chacun puisse retrouver un emploi. En effet, je crois fondamentalement dans l'émancipation par le travail et dans le rôle et la responsabilité des entreprises pour la favoriser. C'est ce rôle social et sociétal des entreprises que j'ai incarné dans mes différents engagements, au service bénévole d'associations comme Emmaüs, Action Prévention Sport ou les Apprentis d'Auteuil, en fondant les structures d'insertion Sport sans frontières ou Ateliers sans frontières, ou encore en développant pendant 15 ans le groupe ARES, aujourd'hui premier acteur de l'insertion par activité économique en Île-de-France, avec près de 3000 personnes accompagnées par an. Depuis 5 ans, j'ai poursuivi cette même ambition en me consacrant aux politiques publiques. D'abord au service de la ministre Muriel Pénicaud pour porter le pacte d'ambition pour l'insertion par activité économique ou organiser l'évolution du rôle des entreprises adaptées, avec notamment la création du CDD Tremplin, dont l'expérimentation vient d'être pérennisée grâce à vous à l'occasion du projet Plein Emploi. Puis, j'ai œuvré auprès de la ministre Elisabeth Borne pour déployer le plan Un jeune, une solution, qui a contribué à faire baisser significativement le taux de chômage des jeunes, malgré les effets de la crise sanitaire. Ce plan était déjà préfigurateur d'une certaine manière de la démarche de France Travail. Mobiliser largement acteurs publics, associations et entreprises et travailler ensemble au service d'une cause partagée. Ce plan, c'est pour moi la preuve que toutes les forces du pays, bien coordonnées et bien orientées, peuvent produire des résultats tangibles et concrets pour nos concitoyens et la dynamique de l'emploi. Une illustration de cette forte mobilisation, c'est aussi celle des entreprises que je porte avec la communauté Les entreprises s'engagent, lancée par le président de la République et que je co-préside avec Sylvie Géano, directrice générale de Dalkia. Elle regroupe désormais plus de 70 000 entreprises partout sur le territoire, de la TPE au grand groupe, qui s'engagent concrètement en faveur de l'inclusion des personnes, jeunes, personnes en situation de handicap, personnes placées sous main de justice ou encore personnes réfugiées. Enfin, il y a un peu plus d'un an, le ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, Olivier Dussopt, que je remercie pour sa confiance, m'a confié une nouvelle mission, celle de préfigurer France Travail, par des propositions concrètes pour contribuer à l'objectif du plein emploi d'ici 2027. C'est ainsi que pendant 9 mois, avec mon équipe, nous avons mené une large mission de concertation pour formaliser un plan d'action partagé et structuré autour de 10 principes clés et de 99 propositions opérationnelles que nous avons remis au gouvernement, aux partenaires sociaux et à l'ensemble des parties prenantes associées en avril dernier. Au-delà des propositions, France Travail, c'est donc aussi une méthode, celle de partir des idées qui marchent sur le terrain, celle aussi de la co-construction avec l'exigence de remettre l'usager au centre. Nous avons donc mené plus d'une centaine de rencontres territoriales, autant d'échanges bilatéraux, ainsi que des dizaines d'ateliers collectifs pour aboutir à des propositions qui, pour la plupart, ont fait leurs preuves et répondent aux besoins des personnes, des entreprises et de celles et ceux qui les accompagnent. France Travail, c'est aussi un pari, celui de la coopération et de l'investissement social, plutôt que d'un énième exercice de mécano institutionnel. L'ambition de France Travail, c'est avant tout de la meilleure coopération entre acteurs, principe fondateur que vous avez validé par l'adoption du projet de loi pour le plein emploi.
J'en profite pour vous remercier de ces débats sincères, parfois animés, mais toujours constructifs, dans le cadre de l'examen du texte au Parlement et lors des concertations associées. Il me semble que ce débat a permis d'améliorer le projet à bien des égards. Je pense notamment à la place confortée des partenaires sociaux dans la gouvernance, à la meilleure prise en compte des situations individuelles dans l'accompagnement proposé par le contrat d'engagement. Je pense par exemple à la situation des proches aidants aussi, ou à la compétence donnée au Cap Emploi pour orienter les publics qu'ils accueillent, ou encore aux précisions apportées sur les jeunes, accompagnés par les missions locales et concernés par l'inscription France Travail. Le texte adopté reconnaît aussi plus clairement la place des missions locales dans la mise en œuvre de la réforme, et je m'en réjouis parce que je sais le précieux travail qu'elles réalisent sur le terrain. C'est d'ailleurs pourquoi je suis attaché à renforcer les coopérations avec elles, comme celle avec Cap Emploi et tous les acteurs de l'insertion. C'est la première des conditions si nous souhaitons parvenir à construire un accompagnement adapté à chacun vers l'emploi. C'est aussi en nous organisant mieux autour des bassins d'emploi et en assurant un pilotage plus collectif des actions que nous pourrons répondre plus efficacement aux besoins des personnes comme aux attentes des entreprises, et tout particulièrement celles des TPE et des PME. Fort de ces quelques convictions, si vous m'accordez votre confiance, ma prochaine mission pourrait donc être d'assurer la direction de Pôle emploi, qui deviendra France Travail dès le 1er janvier, et qui sera dotée de nouvelles missions pour le compte de tous, avec l'ambition de créer les conditions de la collaboration et de l'efficacité collective. Avant de vous préciser mes priorités pour France Travail, je tiens d'abord à saluer l'actuel directeur général, Jean Bassère, qui a largement contribué à transformer la maison Pôle emploi pendant ses 12 années de mandat, et avec qui j'ai eu le plaisir d'œuvrer ces dernières années dans la mise en place de nombreuses actions. Son héritage est immense et constitue le socle solide sur lequel nous pouvons bâtir France Travail. Une organisation solide et territorialisée, un pilotage par la performance, la mise en place de parcours d'accompagnement intensifs, à l'instar de l'accompagnement global ou plus récemment du contrat d'engagement jeune, le développement de la relation avec les entreprises, avec la constitution d'un réseau de près de 5 700 conseillers, la création plus récente des conseillers spécialisés pour l'indemnisation ou encore la transformation digitale des services sont autant de fondations solides pour France Travail. Au-delà de son action, ce sont aussi des valeurs d'intégrité, de professionnalisme et d'engagement qu'il a su partager avec les 55 000 collaborateurs de Pôle emploi, dont je tiens à saluer l'implication sans faille au quotidien pour les demandeurs d'emploi comme pour les entreprises. Je tiens enfin à remercier l'ensemble des membres du conseil d'administration qui m'ont fait l'honneur de leur confiance quant à ma candidature. Pour mettre en œuvre l'ambition de France Travail, je vois 3 grandes priorités à porter. Comme je l'ai déjà exprimé, la première grande priorité, c'est naturellement d'engager la transformation de l'opérateur pour répondre à ces nouvelles missions inscrites dans la loi avec la meilleure efficacité possible. En premier lieu, avec ses partenaires et en accord avec sa gouvernance, France Travail devra conduire les travaux relatifs aux évolutions législatives qui entrent en vigueur au 1er janvier 2025 notamment. Le fait d'inscrire plus largement les personnes dépourvues d'emploi à France Travail, dans le souci de ne laisser personne sur le bord de la route. Les orienter rapidement vers le bon référent d'accompagnement pour définir ensemble un contrat d'engagement et permettre un parcours adapté, assurant un retour le plus rapide vers l'emploi. Il conviendra aussi de mettre en place la nouvelle sanction dite de suspension-remobilisation et les nouvelles modalités de contrôle. Ces différentes dispositions supposeront un travail important dans les prochains mois avec les partenaires du réseau pour l'emploi, notamment la CNAF, les conseils départementaux, les missions locales, Cap Emploi. France Travail devra aussi assurer la mise en œuvre opérationnelle des missions pour le compte de tous. Premièrement, la fonction d'appui de l'opérateur à la mise en place des gouvernances du réseau pour l'emploi. Il s'agit ici de l'opérationnalisation et de la déconcentration des décisions, avec notamment la mise en place des comités locaux du réseau pour l'emploi et le travail de feuilles de route partagées au niveau des bassins d'emploi. Pour l'opérateur, il s'agira en particulier de renforcer la culture du pilotage au résultat, avec la capacité donnée à l'ensemble des acteurs et des gouvernances de prendre de meilleures décisions basées sur des résultats factuels et mesurés. C'est la logique que nous poursuivons déjà avec les expérimentations et qu'il nous faudra faire monter en puissance. Je crois fondamentalement que les décisions doivent se prendre au plus proche du terrain et des usagers. Deuxièmement, le développement d'un système d'information plateforme et des communs numériques nécessaires pour simplifier le quotidien des professionnels, des entreprises et des demandeurs d'emploi. C'est aussi un meilleur partage de la donnée pour tenir la promesse du « dites-le-nous une fois », supprimer progressivement les charges de reporting et permettre un pilotage de l'ensemble sur la base d'indicateurs partagés.
Aussi, France Travail devra accélérer ses investigations sur l'intelligence artificielle qui risque de bouleverser nos manières de travailler. Troisièmement, il nous appartient de favoriser l'interconnaissance entre les professionnels, valoriser leurs capacités d'initiative et d'innovation et accompagner la montée en compétences de chacun grâce à la mise en œuvre de l'Académie France Travail. C'est une condition nécessaire pour parvenir à mener les grandes transformations que nos ambitions appellent. J'ai confiance dans l'engagement de tous ces agents et je tiens donc à prendre soin de ceux qui prennent soin, car c'est par eux que nous réussirons. Deuxième grande priorité, dans une logique d'efficacité et face à une conjoncture incertaine, nous devons mener avec la gouvernance de France Travail les actions qui présentent le plus haut rendement en termes de création d'emplois. Il s'agit d'abord de déployer progressivement les actions d'aller vers et l'accompagnement intensif des personnes qui en ont besoin. C'est notamment la philosophie des 15 heures d'activité au moins. Les premiers retours du contrat d'engagement jeune nous montrent déjà que cela a des effets bénéfiques sur le retour à l'emploi. Comme vous l'avez rappelé lors des débats au Sénat, puis à l'Assemblée, puis en CMP, cette intensification de l'accompagnement doit se faire en préservant la logique de personnalisation des parcours et en s'adaptant aux situations de chacun, comme le précise bien la dernière version du texte. Il convient ensuite de prospecter et d'accompagner davantage les entreprises, notamment les TPE-PME. France Travail doit être demain le partenaire RH de l'ensemble des entreprises qui recrutent et non plus seulement des entreprises qui le sollicitent. C'est l'un des principes du rapport de préfiguration de France Travail, aider les employeurs à recruter plus simplement et plus rapidement pour s'ouvrir à tous les talents possibles, mieux pourvoir à tous les besoins, notamment dans les secteurs en tension, et créer in fine plus d'emplois durables. Dans le même esprit, il faudra poursuivre le travail aux côtés des conseils régionaux et des branches professionnelles pour relever le défi des compétences d'aujourd'hui et de demain en se mobilisant pour proposer aux demandeurs d'emploi des formations plus simples, plus efficaces pour leur retour à l'emploi. Je crois par exemple qu'un dispositif comme la préparation opérationnelle à l'emploi, dont les effets sur le retour à l'emploi sont prouvés, mériterait d'être simplifié et accéléré. Sur ces différents objets, nous avons un enjeu de pilotage et de montée en puissance itérative. C'est d'ailleurs dans cette logique que nous travaillons dans le cadre de la préfiguration. Avec les conseils départementaux, sur l'accompagnement des bénéficiaires du RSA, ce sont 18 territoires pilotes qui sont entrés dans l'expérimentation, avec déjà plus de 12 000 bénéficiaires du RSA en parcours d'accompagnement rénové et des premiers signes de satisfaction. Une prise en charge beaucoup plus rapide, un diagnostic socio-professionnel partagé qui permet une meilleure prise en compte de la situation des personnes et une accélération de l'accompagnement vers l'emploi, des données de pilotage accessibles à tous en temps réel, permettant un suivi au plus proche du terrain, des plans partagés de mobilisation des entreprises du territoire. Nous travaillons aussi avec les partenaires sociaux, les élus locaux et les régions, dont 7 d'ores et déjà ont signé des protocoles de préfiguration de France Travail, déclinant des feuilles de route opérationnelles autour des enjeux de formation professionnelle, de services aux entreprises et d'adaptation aux besoins économiques et sociaux de chaque bassin de vie. Nous devrons mener des évaluations d'étapes au fil de nos transformations et en tenir compte dans le déploiement des différentes initiatives de la réforme et de la priorisation des moyens budgétaires qui y seront affectés. Je tiens à cet égard à pouvoir rendre des comptes régulièrement devant vous, mesdames et messieurs les députés, et selon les modalités que vous voudrez bien m'indiquer. Enfin, troisième et dernière grande priorité, il me semble que nous pouvons gagner en efficacité sur l'indemnisation. Pôle emploi verse, pour le compte de l'État et des partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage, un ensemble d'allocations appuyées sur une réglementation complexe et qui évolue régulièrement. Les agents de Pôle emploi le font avec un niveau de qualité et de rapidité très élevé. Et désormais, chaque demandeur d'emploi a un conseiller qui connaît son dossier et l'aide à comprendre et anticiper des évolutions de ses droits. France Travail devra continuer dans cette voie. C'est la mission fondamentale, celle qui sécurise les demandeurs d'emploi sur leurs ressources pour qu'ils se tournent en confiance vers le retour à l'emploi. 2 défis devront, je le crois, être relevés par France Travail. Lutter plus fortement contre les versements à tort des allocations. Faute de déclaration à temps ou complète par l'usager, ou à la suite d'une erreur, des allocations peuvent être versées de manière indue et donc doivent ensuite être récupérées. Nous devrons renforcer les efforts pour empêcher ces trop-perçus et lorsque cela n'a pas été possible, récupérer cet argent de manière volontariste mais en prenant en compte la situation de chacun. Deuxième point, c'est aussi de lutter contre le non-recours aux droits, en simplifiant les demandes d'allocation et en accélérant les échanges de données entre administrations pour faire vivre là aussi le principe du « dites-le nous une fois ».
Voilà, mesdames et messieurs les députés, les quelques grandes priorités que je tenais à mettre en avant dans ce propos liminaire et qui conviendra de décliner avec la gouvernance de France Travail et l'ensemble de ses collaborateurs et de ses partenaires. J'ai eu l'honneur de travailler à la préfiguration de France Travail. Vous savez les convictions fortes qui sont les miennes pour servir cette belle et grande mission. Et je suis donc très heureux de pouvoir en discuter avec vous. Je me tiens donc à votre disposition pour l'ensemble des questions que vous souhaitez me poser. Merci, Monsieur Guilly. Je vais passer maintenant la parole à notre rapporteur, Monsieur Clouet. Ça va être moins sympa. Oh, désolé. Censure. Non, il n'y a pas de censure. Merci, Madame la Présidente, Monsieur Guilluy, merci pour ces éléments qui permettent d'ouvrir le dialogue. Vous l'avez rappelé, il y a 3 ans, vous aviez été en charge de déployer le programme d'inspiration gouvernementale « Un jeune, une solution ». Lors du lancement début 2020, 12,3% des jeunes n'étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation. Nous sommes en novembre 2023 et 12,3% des jeunes sont ni en emploi, ni en études, ni en formation. C'est donc au vu de ce résultat que le gouvernement a souhaité conserver ce type de méthode, appliquée désormais au service public d'emploi, soit 7 millions de demandeuses et demandeurs d'emploi. Donc j'imagine qu'on aura bientôt le plan 7 millions de chômeurs, 7 millions de solutions. Mais pour l'instant, ça s'appelle France Travail. Donc France Travail, vous en avez piloté, vous l'avez également rappelé, la concertation visant à la création de l'opérateur, concertation qui a abouti à des expérimentations, qui ont abouti, j'imagine, à des résultats dont nous n'avons pas connaissance. Fort de cette expérience, à mes yeux modérément positive du côté gouvernemental, mais dont vous ne sauriez être tenu pour responsable à la place des décideurs et décideuses, je souhaite vous interroger sur vos intentions. Car votre arrivée éventuelle à la tête de l'opérateur coïncidera avec les effets de la loi France Travail, donc dite plein emploi, sur le fonctionnement à la fois de l'institution, ses agents, ses usagers ou ses prestataires. On a bien entendu ici le gouvernement nous expliquer que, à ses yeux, la disparition de Pôle emploi sera sans conséquence, mais chat échaudé craint l'eau froide, et on se souvient bien de la fusion ACDIC-ANPE. Dès lors, j'ai une série de questions à vous poser. D'abord, sur le fonctionnement général de l'opérateur. Comment anticipez-vous l'inscription nouvelle de centaines de milliers de personnes supplémentaires à France Travail ? En effet, avec la loi dite plein emploi, tous les allocataires du RSA, vous l'avez indiqué dans votre propos liminaire, ainsi que leurs conjointes, leurs conjoints ou les bénéficiaires d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé devront s'inscrire à France Travail. Comment percevez-vous cette inscription en termes de personnel, en termes de métier ? Est-ce pour vous une tâche qui sera répartie avec les conseils départementaux ? Et si oui, avec quels moyens humains ? À ce titre, maintenez-vous les premières annonces, qui ne sont pas de votre fait, sur les nouveaux recrutements qui indiquent la création de 300 ETP pour France Travail, soit 0,35 postes par site. Quant à ces mêmes personnels, non seulement se pose la question de leur volume pour pouvoir absorber le flux de demandeuses et de demandeurs, mais se pose aussi la question de leur statut, notamment de la précarité au sein de l'opérateur France Travail. Aujourd'hui, de nombreux agents à Pôle emploi sont en CDD. On sait que c'est 80% du flux des recrutements et que c'est 8% des agents en exercice. Alors, notons-le, que la convention collective prévoit de plafonner à 5%, ce qui signifie qu'on ajoute incessamment à l'opérateur la tâche de former de nouveaux agents qui arrivent très régulièrement et donc absorbent aussi du temps de travail de la part de leurs collègues qui exercent une forme de tutorat et qui limitent la capacité à fidéliser les nouvelles entrantes et les nouveaux entrants. D'ailleurs, notamment parce qu'on les assigne exclusivement aux tâches d'accueil au niveau des guichets et donc en fait de surveillance des pièces qui est une tâche qui était auparavant répartie entre tous les agents, qui fait aujourd'hui l'objet d'une division du travail que l'on pourrait contester. Bref, comment comptez-vous résorber ces difficultés de précarité ? Et pour les résoudre, confirmez-vous ici, devant toutes les personnes qui nous regardent, elles sont nombreuses, je le sais, que l'ensemble des droits des agents de Pôle emploi, donc France Travail demain, contenus à la fois dans le statut pour les publics et dans la convention collective pour les agents de droit privé, seront maintenus, ainsi que les différents accords en vigueur dans l'établissement concernant le télétravail ou l'accord OATT. Mais face aux agents, il y a aussi désormais, vous l'avez indiqué, des usagères, des usagers qui n'ont pas forcément le même profil que ce qui était le cas avant au niveau de Pôle emploi. À ce titre, quels seront les devoirs des conjointes, conjoints, concubines, concubins, des allocataires RSA qui devront s'inscrire désormais à France Travail ? Est-ce que ces personnes seront contrôlées par les plateformes creux, donc les plateformes de contrôle à distance, qui font du contrôle par voie de formulaire questionnaire, puis par voie de rappel téléphonique ? Et si oui, cas concret, comment se déroulera le contrôle d'une personne qui est inscrite alors qu'elle travaille, mais parce qu'elle est en couple avec quelqu'un bénéficiaire du RSA ? Ou comment s'opérera le contrôle d'une personne qui est agriculteur exploitant, bénéficiaire du RSA agricole, et pourra, en tant que demandeur d'emploi, être tiré au sort dans les contrôles ? Parce qu'on rappellera que les plateformes creux à Pôle emploi
ont, pour une partie des contrôles exercés, un tirage au sort tout à fait aléatoire dans l'ensemble de la base des inscrites et des inscrits. Donc, tout profil peut être soumis à un contrôle. Et quels seront, pour ces publics contrôlés et invités à rendez-vous, les activités concernées par l'obligation de, à minima, 15 heures d'activité par semaine prévues par la loi dite plein emploi? À ce titre, lorsque je vous interroge sur la nature des activités, je vous interroge évidemment implicitement sur les garanties que vous voudrez bien fournir ou apporter par rapport aux formes de travail dissimulé ou de travail gratuit. Je pense par exemple à ce qui a pu se passer dans le département de La Réunion, lorsque des allocataires du RSA ont fait du réassort pour les soldes d'hiver il y a peu de temps. Cela nous amène aussi au sujet que vous avez soulevé vous-même à la fin de votre intervention sur l'accès aux droits, sur lequel je pense qu'on peut toutes et tous se retrouver assez généralement, sur le souci de permettre l'inscription maximale et l'entrée dans leurs droits des allocataires. Comment envisagez-vous la capacité à aller chercher, alors je sais que le vocabulaire c'est aller vers, le vocabulaire de l'institution, comment envisagez-vous la capacité à se saisir des, selon les chiffres, entre 30 et 40% des bénéficiaires, des ayants droit putatifs d'une allocation qui ne font pas la démarche de se rendre auprès de l'institution? Et envisagez-vous à ce titre, par exemple, de pouvoir avancer sur les programmes d'automatisation avec l'UNEDIC de la détection des personnes qui ont perdu un emploi, permettre de directement les aborder initialement et ne pas leur imposer la tâche de venir, au-delà du délai de carence, s'inscrire elles-mêmes ou eux-mêmes auprès de l'institution. Alors, s'il y a des agents et des usagers, c'est qu'il y a aussi, bien sûr, des offres d'emploi. Et j'ai bien entendu un de vos propos qui m'a un peu étonné lorsque vous avez dit qu'un objectif était la création d'emplois. Mais l'opérateur public d'intermédiation n'est pas créateur d'emplois. D'ailleurs, ça n'a jamais été le mandat depuis la NPE de l'opérateur. Le mandat, c'est d'intermédier, c'est-à-dire diriger des personnes, demandeuses, demandeurs d'emploi, vers des offres d'emploi existantes. Mais je m'interroge sur la manière dont vous prévoyez de créer des offres d'emploi de manière nette via l'opérateur. Et du coup, ça m'intéresse beaucoup, car c'est une formule qu'on ne connaît pas à ce stade. Mais s'il y a donc des offres d'emploi, eh bien, vous serez à la tête de Pôle emploi en première ligne de la régulation du marché du travail. Une tâche que vous connaissez, vous êtes coordinateur du plan présidentiel des entreprises s'engagent, donc vous connaissez le dossier de la publication des offres d'emploi, de leur diffusion sur le marché du travail, et à ce titre, comment comptez-vous lutter contre les offres d'emploi qui sont soit frauduleuses, soit illégales, soit mensongères, soit parfois, évidemment, les trois, lorsqu'on a le tiercé gagnant? La commission mixte paritaire sur le texte dit plein emploi a annulé notre amendement qui imposait à Pôle emploi la mission de contrôler la qualité des offres, en dépit d'une adoption en séance unanime, avec avis favorable de Monsieur le ministre, qui a donc été désavoué par ses propres amis en CMP. Donc comment allez-vous procéder dans le cadre existant? Je parle bien sûr ici des contrôles a priori. Pas des contrôles, il y a le service employeur qui reçoit les appels téléphoniques des offres collectées, c'est une chose. Il y a les bots automatisés qui détectent les valeurs absurdes dans les offres ou qui dédoublonnent, c'est une autre chose. Se pose la question de ce qu'on a perdu depuis les politiques de transparence du marché du travail en 2013, l'agrégation automatique des offres depuis l'extérieur, à savoir un contrôle a priori de ce qui arrive sur les serveurs et qui est mis en ligne. À ce titre, et évidemment pour qu'on puisse avoir cette discussion sur le long terme, je vous ai apporté quelques offres d'emploi illégales que j'ai trouvées ce matin dans ma circonscription, qui sont évidemment intéressantes. Je pense à ce CDD d'assistante de scolarité de 36 mois. Je pense à ce contrat payé 1 198 € brut pour un salaire horaire affiché à 12 €, ça ne correspond évidemment pas. Je pense à cette mission intérimaire de 23 jours payée en dessous du niveau du SMIC, et horaire et journalier, ou encore aux offres mensongères, par exemple celle-ci, qui nous explique dans le serveur qu'elle est rémunérée 12 € brut, mais en fait, dans le corps de l'offre, 11,50 €. Bon, je vous les laisserai évidemment à la fin, comme ça, j'imagine que ce sera inspirant pour les futures actions, le cas échéant, menées à la tête de Pôle emploi. Alors, ces logiques de contrôle existent aujourd'hui à Pôle emploi, on le sait, mais elles ne sont pas assez dimensionnées et le personnel n'est pas suffisamment nombreux pour combler par son dévouement le manque de moyens. Et ces offres sont d'autant plus problématiques qu'elles ne sont plus uniquement, on le sait, collectées et distribuées par les agents de Pôle emploi. Si le texte de France Travail a totalement dérégulé le recours aux opérateurs privés, y compris pour détecter les ayants droit, comment comptez-vous analyser leur bilan à ces opérateurs privés de placement, aux sociétés privées à but lucratif qui se voient déléguer une partie des tâches? Jusqu'à présent, toutes les études conduites donnent de meilleurs résultats à l'accompagnement public par le personnel de Pôle emploi. Je pense à l'étude Béagel-Crépon-Gurgan en 2009, le DARES Analyse numéro 2 en 2012 ou la synthèse Eval-Darès en 2013. Depuis, effectivement, il n'y a plus d'évaluation. J'imagine que peut-être les résultats n'ont pas plu en renforçant la capacité du public. Et au vu de ces piètres résultats, quelle part du budget allez-vous y dédier, même si entre nous sera toujours excessif,
mais je suis très preneur de quelque chose qui nous rassurerait sur ce point. Et si on parle des opérateurs et des prestataires privés extérieurs, comment comptez-vous assurer la question de la cybersécurité et de la protection des données? Là aussi, on a eu des amendements au texte dit plein emploi qui ont été balayés en commission mixte paritaire après leur adoption en séance concernant la protection des données. Alors, j'ai là aussi un exemple, par ailleurs, qui est très personnel, puisque j'ai reçu, je vous le remettrai évidemment, j'ai reçu le 12 septembre 2023 un courrier de la Direction générale de Pôle emploi qui fait référence à mes 4 mois d'inscription en 2018, m'annonçant, je vous le lis parce que c'est quand même assez intéressant comme courrier, donc reçu le 12 septembre, suite à un acte de cybermalveillance dont un de nos prestataires a été victime. J'ai moi-même jamais été mis en lien avec un prestataire, donc je ne sais pas lequel. Apparemment, Pôle emploi m'a mis en lien avec un prestataire que je ne connais pas, qui ne m'a jamais reçu. Des informations personnelles vous concernant sont susceptibles d'être divulguées, notamment nom, prénom, statut actuel ou ancien, ainsi que numéro de sécurité sociale. Donc, évidemment, vous vous doutez que j'ai une petite inquiétude d'avoir mes données parties de la nature via un opérateur privé que je n'ai jamais rencontré et dont je ne sais pas ce qu'il fait. Merci. Donc je souhaite que cet échange entre nous, pour conclure, soit utile à la fois aux agents qui nous regardent et craignent pour le contenu de la fiche de poste demain, à la fois aux usagers qui nous regardent et craignent de ne pas être pris en rendez-vous demain, Merci. et pour les employeurs qui nous regardent et craignent d'être submergés de candidatures Merci, uniquement monsieur le vues par la peur du rapporteur. contrôle. Merci beaucoup. Bien. Monsieur Guilly, vous allez pouvoir, dans un premier temps, répondre à monsieur le rapporteur. Et ensuite, nous passerons aux questions des orateurs de groupe. Merci, monsieur le député. Pas mal de sujets. Le premier sur l'inscription. Sur l'inscription, évidemment, c'est un des premiers enjeux. C'est d'ailleurs l'article 1 du projet de loi. C'est aussi pour ça que on s'est donné un an pour pouvoir le mettre en œuvre, puisque ça sera pour le 1er janvier 2025 et que du coup, on va pouvoir se nourrir des travaux et des expérimentations que nous sommes en train de mettre en place. Alors, sur les bénéficiaires du RSA, l'organisation des apprentissages sont justement en train de se faire avec les départements. Aujourd'hui, ça se passe bien. On va monter en puissance d'ailleurs sur 2024 avec un certain nombre d'autres départements et d'autres bassins pilotes. Derrière l'inscription, ce qui est important, c'est pas seulement l'inscription, c'est évidemment après la prise en charge et le diagnostic conjoint. On aura peut-être l'occasion d'y rejoindre, mais entre le travailleur social du département et un conseiller de Pôle emploi change beaucoup de choses. Il y a évidemment les jeunes, mais là, c'est un travail qui se fait avec les missions locales dans le cadre duquel le fonctionnement est déjà quand même assez opérant. La mise en place du contrat d'engagement jeune a permis aussi un rapprochement des pratiques et puis des modes de fonctionnement avec Pôle emploi. Et simplement, ce qui est intéressant avec l'inscription dans le parcours, c'est aussi de pouvoir partager les offres de services et veiller aussi à éviter les ruptures de parcours en passant d'un système à un autre. Et puis, j'insisterai aussi sur la question de la prise en charge des personnes en situation de handicap, puisque vous avez pris un certain nombre de dispositions dans le cadre du projet de loi pour qu'au-delà de l'inscription et de l'accompagnement par Pôle emploi et Cap emploi, nous allons lancer des expérimentations dès 2024 pour être en capacité de pouvoir faire accéder à la fois au droit commun, mais être en capacité d'accueillir et de prendre en charge des personnes en situation de handicap aux problématiques un petit peu plus complexes. Je pense notamment aux jeunes qui sortent du LIS ou d'IME. Sur le statut des opérateurs, évidemment, comme je le disais dans mon propos liminaire, on peut difficilement bien accompagner les gens si on ne se sent pas bien soutenu et bien protégé dans ces démarches. J'observe d'abord que la part de CDI, on a un peu plus de 50 000 personnes en CDI pour à peu près 5 000 personnes en CDD. Donc il y a une attention depuis toujours et que nous maintiendrons évidemment à ce que les postes soient le plus consolidés possible, parce que c'est difficile si on n'a pas de perspective durable d'accompagner les personnes à l'emploi durable. Donc c'est une préoccupation évidemment que nous avons. Je constate aussi quand même que 75% des personnes qui travaillent à Pôle emploi
sont fiers de travailler à Pôle emploi, qu'un peu plus de 80% d'entre elles sont particulièrement, se disent très intéressées par leur métier, que le taux de turnover est de l'ordre de 5% et que ça montre aussi justement cette stabilité, cet attachement et aussi des conditions de travail qui sont plutôt positives. D'ailleurs, sur le maintien des droits, il y a quand même eu, je crois, 36 accords qui ont été négociés dans le cadre du dialogue social depuis 2019, évidemment. Donc ce dialogue social est nourri, il va continuer d'évoluer, mais ce n'est pas la mise en œuvre de France Travail qui a vocation à déstabiliser ce qui fonctionne bien en la matière. Sur le contrôle... sur la question du contrôle, alors, sur le contrôle aléatoire, il faut savoir que c'est une disposition qui est souhaitée, enfin le fait qu'il y ait une part de contrôle aléatoire, c'est une disposition à la fois qu'on retrouve d'ailleurs dans le projet de loi, mais qui est aussi un attachement très fort des partenaires sociaux et qu'il y a aussi le contrôle sur signalement, il y a aussi le contrôle sur un certain nombre de faisceaux d'indices, mais c'est important qu'on conserve cette part d'aléatoire et qui est instituée dans le projet de loi. Il sera évidemment adapté ce contrôle, et d'ailleurs c'est bien ce qui ressort du texte pour les personnes qui en ont besoin et en prenant en compte la situation. Vous parliez par exemple des agriculteurs exploitants au RSA. On l'a dit, mais je le redis devant cette Assemblée, il est nulle question pour un agriculteur éleveur qui est déjà à 70 heures ou 80 heures parfois d'activité dans la semaine. Je viens du Pas-de-Calais, donc je connais un petit peu ce type de situation, de lui ajouter 15 ou 20 heures d'activité supplémentaire. Oui. Mais en revanche, je pense qu'il ne faut pas écarter d'emblée la nécessité de pouvoir proposer un accompagnement adapté à ça. D'ailleurs, on a pris déjà contact avec notamment les mutualités sociales agricoles et un certain nombre d'acteurs pour voir comment, dans les départements comme l'Aveyron ou la Creuse, où les problèmes se posent, qu'on puisse mieux accompagner ce type de situation de précarité difficile. Sur le travail dissimulé, ça avait été dit clairement par le ministre du Travail. Enfin, il y a un contrat de... Enfin, chaque expérience, voilà, chaque travail se fait dans le cadre d'un contrat de travail, avec d'ailleurs le cumul des salaires. Donc, honnêtement, il n'y a pas de sujet là-dessus. Et on sera en vigilance là-dessus, mais il est nulle question dans les 15 heures au moins. Et d'ailleurs, la liste, on l'avait mis à titre d'information quand même dans le rapport France Travail. Il peut s'exercer une activité salariée. C'est d'ailleurs le cas d'à peu près 25% des bénéficiaires du RSA, mais ça se fait dans le cadre d'un contrat de travail. Sur la détection des personnes qui ne s'inscrivent pas, il y a les travaux quand même que nous faisons aussi en parallèle avec, sur le RSA pour lutter contre le non-recours. Et donc, il y a un certain nombre de dispositions qu'on travaille avec avec les départements et puis avec la CAF pour pouvoir identifier, être force de proposition. J'ai aussi en tête l'information des droits à la fin de la perception de l'ARE pour les demandeurs d'emploi, notamment sur l'ASS, et donc on va poursuivre ce travail-là. Alors, très intéressant sur la création d'emplois du service public de l'emploi, mais c'est une absolue conviction, et démontré. Le service public de l'emploi, s'il fonctionne mieux, créera des emplois nets de trois natures. La première des choses, c'est si vous prospectez et que vous accompagnez mieux les entreprises, notamment les TPE, eh bien, ça crée des emplois. Et un certain nombre d'études internationales et de tests qui ont été faits et qui le corroborent montrent par exemple que quand vous prospectez 100 entreprises, vous créez 7 emplois. Elles auraient créé 128 emplois si vous n'aviez rien fait. Elles en créent 138, mais bon, avec les effets de déplacement, enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est 7 emplois nets qui sont créés par la prospection d'entreprise. C'est d'ailleurs pourquoi c'est un des axes prioritaires là-dessus. La deuxième des choses, c'est si on est plus efficace et qu'on réduit les délais de recrutement, eh bien, par définition, le stock d'un peu plus d'1 million d'offres d'emploi à un instant T, si on réduit d'un jour
le délai moyen de recrutement, c'est 25 000 emplois nets créés par cette plus grande efficacité. Et puis le troisième point, c'est l'accompagnement intensif des personnes qui augmente entre 5 à 10 points le retour à l'emploi des personnes, le contrat d'engagement jeune, l'accompagnement global. Et quand on sait qu'on a entre 300 000 et 450 000 offres non pourvues, eh bien ça augmente aussi ce potentiel en réduisant le nombre d'offres non pourvues. Voilà, sur les OPP, vous avez cité vous-même les études de 2009 et de 2015 que nous connaissons bien, et on s'appuie sur les études pour ça. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'ordre de 5% du budget qui est consacré aux OPP. Donc tout cela, ça reste très raisonnable. Maintenant, il ne faut pas caricaturer non plus les choses, puisqu'on l'utilise soit pour des besoins de spécialité. Par exemple, la mise en place récente des parcours emploi-santé nous permet de faire un excellent travail où on prend mieux en compte les questions de santé dans l'accompagnement des personnes des demandeurs d'emploi qui peuvent avoir ce type de difficultés. Ça, on s'appuie effectivement sur des opérateurs privés et avec un niveau de satisfaction mesuré de l'ordre de 90%. Et donc, c'est parfois sur des besoins de spécificité ou de capacité que nous pouvons recourir à des OPP, mais globalement, c'est le personnel du service public de l'emploi qui assure l'accompagnement là-dessus. Dernier point, j'ajouterais, si on partage cette attention, c'est que le conseiller référent, chaque demandeur d'emploi garde un conseiller référent de Pôle emploi. Voilà, la lutte contre les offres frauduleuses. Alors, sur ce point-là, vous l'avez. Je rappelle que il y a un outil algorithmique qui s'appelle Lego et qui permet de faire le contrôle de la légalité des offres sur Pôle emploi, qui permet aujourd'hui déjà de capter 93% de ces offres frauduleuses, et on continue de l'améliorer au fur et à mesure et puis d'investir dessus. Il n'est pas exclu qu'on envisage de mettre à disposition sous forme de commun numérique cet outil demain pour qu'on puisse faire cette démarche a priori et d'éviter les quelques cas résiduels. Voilà, sur la cybersécurité, pour terminer, c'est évidemment une préoccupation très forte. Il y a eu une étude qui a été faite par l'ANSSI, un audit par l'ANSSI du système de Pôle emploi, et qui a montré que le système de Pôle emploi était très mature, et on va continuer d'investir, notamment pour les attaques cyber particulièrement sophistiquées. Merci, Monsieur Guilly. Je vais maintenant passer la parole aux orateurs des groupes. Madame Le Nabour pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Haut-Commissaire, mes chers collègues. Nous vous accueillons, Monsieur le Commissaire, avec grand plaisir. Aujourd'hui, au sein de la Commission des Affaires sociales, vous êtes pressenti pour devenir le nouveau directeur général de Pôle emploi, bientôt renommé France Travail, en remplacement de Jean Bassère, que je tiens à saluer pour le travail accompli à la tête de Pôle emploi durant toutes ces années. Nommé en 2020 au commissaire à l'inclusion dans l'emploi et l'engagement des entreprises, vous avez mené depuis 2022, à la demande du ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion, une large concertation et de préfiguration de France Travail. Une réforme ambitieuse pour transformer profondément notre action collective en faveur du plein emploi et permettre ainsi l'accès de tous à l'autonomie et à la dignité par le travail, l'emploi pour tous et partout. Sur la base d'un diagnostic partagé pointant d'un côté des entreprises qui éprouvent des difficultés à recruter et de l'autre de trop nombreuses personnes qui peinent à trouver ou retrouver un emploi, en particulier les plus fragiles d'entre nous, vous avez parcouru le pays et capitalisé les bonnes pratiques de coopération et d'action sur les territoires. Vous avez remis votre rapport en avril dernier, point de départ de la construction de France Travail, renommé bientôt le Réseau pour l'emploi. La loi pour le plein emploi, pour laquelle j'ai eu l'honneur d'être co-rapporteur aux côtés de mon collègue Paul Christophe, vient traduire un certain nombre de vos préconisations, la création d'un réseau d'acteurs et la rénovation du service public de l'emploi. En tant que DG, vous devrez donc, comme vous l'avez évoqué dans votre rapport, accompagner l'harmonisation des pratiques entre les professionnels en co-construisant avec l'ensemble des acteurs un socle d'engagement et de services communs au sein du service public de l'emploi avec les missions locales
locales et les Cap Emploi, renforcer le lien avec le monde de l'entreprise et vous appuyer sur les collectivités et les acteurs concernés par l'orientation, la formation, l'emploi et l'insertion au niveau national, régional, départemental et local. C'est un défi majeur, mais nul doute que vous serez à la hauteur de la tâche qui vous incombe tant vous avez approfondi les sujets liés à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et la mobilisation des entreprises depuis plusieurs années. Au-delà de la loi pour le plein emploi et les 7 régions pilotes qui vont être préfigurateurs France Travail, 18 territoires expérimentent depuis le printemps la mise en place d'un accompagnement rénové des allocataires du RSA. Pouvez-vous nous livrer un premier bilan d'étape de ces expérimentations? Merci. Monsieur Catteau, pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur Guilhuy. Le travail et l'emploi continuent de représenter des questions de premier ordre, tant pour les Français que pour nous qui les représentons. Ainsi, votre possible nomination dans la fonction de directeur général de Pôle emploi ne constitue pas uniquement un changement administratif, mais une évolution dans l'exécution de la politique publique en matière d'emploi. Et c'est pourquoi nous nous devons d'être attentifs à celle-ci. Au Rassemblement national, nous avons donc quelques interrogations sur votre possible nomination. Nous nous interrogeons tout d'abord sur votre vision pour l'avenir de Pôle emploi et par extension de France Travail. Après de nombreux débats en commission et en séance, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et au vu des budgets alloués au service public de l'emploi dans le PLF 2024, pouvez-vous nous garantir que France Travail ne se réduira pas à un simple ravalement de façade de Pôle emploi, mais répondra effectivement aux besoins urgents des Français en matière d'emploi? Pourriez-vous également nous éclairer sur votre ressenti vis-à-vis de l'accompagnement intensif des bénéficiaires du RSA et plus particulièrement sur les capacités matérielles, financières et humaines dont dispose aujourd'hui Pôle emploi pour répondre à cet enjeu? Nous souhaiterions également connaître votre avis et vos propositions sur la problématique des métiers qui rencontrent des difficultés de recrutement, à l'image des métiers de la restauration, de l'hôtellerie ou encore du BTP. Pensez-vous que des formations actuellement dispensées par Pôle emploi dans ces secteurs en tension sont suffisantes? Envisagez-vous de mettre en place des mesures complémentaires pour répondre à cette problématique urgente? Par ailleurs, nous aimerions aussi savoir si l'emploi des travailleurs seniors, et plus particulièrement des travailleurs de plus de 55 ans, constitue une priorité à vos yeux, et si oui, quelles sont les mesures que vous envisagez pour répondre à cet enjeu qui est amené à prendre de l'ampleur avec l'application du report de l'âge légal de départ à la retraite. Enfin, la question de l'indépendance politique de Pôle emploi et de France Travail est pour nous une préoccupation majeure. Dans un contexte où la politisation des institutions publiques est un enjeu de plus en plus pressant, comment garantissez-vous que ces structures resteront neutres et impartiales au vu de votre passé politique? Nous attendons de vous, Monsieur Guilhuy, un engagement clair à préserver l'intégrité de ces institutions, loin des influences et des manœuvres politiques. Monsieur Guilhuy, votre rôle est potentiellement au cœur de l'avenir de l'emploi en France. C'est pourquoi le Rassemblement national exige des réponses claires, des engagements précis et une réelle volonté de servir les intérêts de tous les Français, au-delà des lignes partisanes. Je vous remercie. Madame Autain, pour la France insoumise. Monsieur Guilhuy, vous avez été l'architecte de France Travail qui a débouché sur la loi dite pour le plein emploi et votre potentielle arrivée à la tête de Pôle emploi parachève au fond la grande entreprise macroniste de destruction du service public de l'emploi et de durcissement des conditions de vie les plus précaires. Vous le savez, nous avons eu des échanges animés dans cette salle sur le double choc que va représenter cette loi. 2 millions d'allocataires du RSA et leurs conjoints vont devoir réaliser des heures d'activité en échange de leur maigre allocation. Et les entités du service public de l'emploi, les agences Pôle emploi, les missions locales, les ESAT et autres Cap emploi, vont subir de plein fouet la désorganisation et la concurrence du privé que vous organisez. Monsieur Guilhuy, vous avez théorisé le strike antisocial et aujourd'hui vous vous apprêtez à le réaliser. Votre philosophie part du principe que si des gens sont au chômage, c'est parce qu'ils ne cherchent pas assez bien un emploi ou qu'ils ne veulent pas travailler. Alors il faut les traquer, les surveiller, les contrôler. La vérité, c'est que votre projet va créer une armée de travailleurs pauvres. La vérité, c'est que notre pays n'a pas suffisamment d'emplois disponibles par rapport au nombre de personnes en âge de travailler. Et la vérité, c'est aussi que de plus en plus d'emplois sont terriblement mal rémunérés au regard de leur pénibilité ou alors des emplois qui manquent cruellement de sens, et je veux parler des fameux bullshit jobs. Et la vérité, c'est enfin que de nombreuses mères isolées n'ont pas les moyens concrets, matériels, de faire autrement que de rester au RSA. Et par ailleurs, je voudrais bien savoir quels sont les nouveaux moyens dont vous allez disposer pour mettre en œuvre les nouvelles missions et accueillir le flux de nouveaux inscrits, notamment avec les effets de la réforme des retraites qui va submerger les services. C'est avec des cacahuètes. Alors vous prévoyez déjà le pilotage au résultat pour pressuriser les salariés. C'est le fameux New Management. Cette méthode, on la connaît avec la T2A par ailleurs et ça conduit à une déshumanisation des services publics et un mal-être des agents. Et c'est ensuite la privatisation que vous anticipez déjà, puisque vous avez partout défendu le recours à la sous-traitance. Juste ma question pour finir. Allez-vous être le liquidateur de Pôle emploi? Monsieur Viry, pour les Républicains.
Merci, Madame la Présidente. Cette candidature, votre candidature, je voudrais tout d'abord saluer Pôle emploi, ses agents, son directeur actuel, Jean Basser. J'avais eu le plaisir de conduire une mission flash sur Pôle emploi qui avait été riche d'enseignements pour moi. Monsieur Guillet, vous connaissez le sujet incontestablement. Au-delà d'un parcours professionnel sur lequel je ne reviens pas, c'est votre vie, c'est votre trajectoire. Vous avez effectivement, à la demande du gouvernement, préfiguré France Travail. Vous avez été haut commissaire et vous avez effectivement un certain nombre d'arguments à faire valoir dans cette candidature. Nous, notre préoccupation, c'est l'efficacité. L'efficacité et l'ambition par rapport à une France du travail, parce que le travail, ça ne va pas de soi, parce que la communauté nationale ne sait pas insérer un certain nombre de ses citoyens, parce que le travail est même déconsidéré pour un certain nombre d'entre nous. Et le travail, c'est surtout la rencontre de l'économie d'hommes et de femmes. C'est un marché du travail qui est de plus en plus complexe, qui est de plus tendu et qui exclut un certain nombre de nos compatriotes. Donc la première question, et elle ne vous incombe pas, mais c'est quand même le fonctionnement de notre économie, à l'évidence, la liberté accordée aux entreprises de créer des emplois. Et ça, c'est un sujet sur lequel notre commission n'a pas forcément l'occasion d'en parler ce matin, mais qu'il faudra bien traiter. Et nous avons effectivement besoin d'intervenir sur le marché du travail pour permettre à des publics en difficulté d'y accéder. Et cette intervention doit être d'amont en aval. Les questions de formation, de compétences, les questions d'insertion pour celles et ceux qui en sont éloignés. France Travail, donc la question elle est assez simple. Quels sont ses objectifs? Quel est son objet? Si effectivement l'ambition, c'est la France du travail, ça ne pose aucune difficulté. Mais nos interrogations, et on a écouté avec beaucoup d'attention vos propos, c'est effectivement d'être efficace, d'être agile, d'être percutant. Mais si effectivement c'est de créer une structure lourde, bureaucratique, non agile, inerte, ça ne nous va pas. Donc à l'aube effectivement de vos propos, on votera favorablement à cette candidature, mais avec réellement un degré d'exigence particulier nous concernant. Merci. Monsieur Turquois pour le groupe démocrate. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Haut-Commissaire. Vos prédécesseurs étaient plutôt issus de la haute administration. À titre personnel, et avec tout le respect dû aux grands serviteurs de l'État dont vous prenez la suite, je me réjouis que des profils comme le vôtre soient en position de diriger de grands opérateurs de l'État comme Pôle emploi. Votre nomination apportera une diversité et une culture associative bienvenue dans le Cénacle des plus hauts postes de la République. Comment pensez-vous pouvoir valoriser cette expérience au sein de Pôle emploi, bientôt renommé France Travail ? D'autre part, comment le futur opérateur France Travail peut-il davantage contribuer à l'objectif d'atteinte du plein emploi ? Si vous étiez nommé directeur général, ce que le groupe démocrate appelle de ses vœux, comment allez-vous renforcer l'insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l'emploi ? Le taux de chômage est à un niveau historiquement bas en France, malgré une légère remontée ces derniers mois. Il est pourtant encore à un niveau trop élevé. Tout le monde a sa place dans le marché du travail. Vous avez porté, au sein du rapport sur lequel s'est appuyé le projet de loi plein emploi, la nécessité de prendre en compte l'intégralité des dimensions du demandeur d'emploi, au-delà de l'habituel champ des compétences. Mobilité, garde d'enfants, santé, etc. sont souvent des critères pertinents pour expliquer les freins au retour à l'emploi. Comment comptez-vous intégrer ces dimensions dans le travail du quotidien des collaborateurs de Pôle emploi ? Plus de critères à intégrer, c'est plus de temps à passer par dossier. Comment comptez-vous résoudre cette équation ? D'autre part, comment enfin comptez-vous faire de France Travail une entité vers laquelle les entreprises se tournent spontanément et avec confiance pour faire face à leurs besoins de recrutement et nous font part parfois de leurs doutes sur l'adaptation de Pôle emploi à leurs propres besoins. Enfin, comment le Parlement sera-t-il associé dans les prochains mois, au cours de votre éventuel mandat, à la tête de France Travail, à la construction d'une société de plein emploi. Je vous remercie. Merci, Monsieur Delaporte, pour le groupe socialiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Haut-Commissaire, permettez-moi d'avoir tout d'abord une pensée pour tous les agents de Pôle emploi qui font leur travail du mieux qu'ils peuvent et qui sont, à l'instant où je vous parle, mais ce n'est pas nouveau, dans une forme d'anxiété, ne sachant pas trop ou trop bien à quelle sauce ils seront mangés. Force est de constater que vos propos liminaires ne les ont pas forcément éclairés ou rassurés. Par ailleurs, il y a toujours quelque chose d'assez vertigineux d'auditionner quelqu'un pour le poste qu'il s'est taillé sur mesure. Ah oui, c'est vrai. À ce titre, d'ailleurs, je pense que vous auriez dû envisager une reconversion dans l'orfèvrerie. Mes questions sont nombreuses. La minute qui m'est impartie ne sera pas suffisante, mais permettez-moi de me lancer dans une tentative. Quelle trajectoire de recrutement d'agents prévoyez-vous ? Quelle perspective d'évolution salariale proposerez-vous pour renforcer l'attractivité des métiers de l'accompagnement et de l'insertion ?
Que ferez-vous pour l'amélioration du climat social à Pôle emploi? Quel accompagnement psychologique des agents qui vont voir leur mission transformée? Ils vont devoir sanctionner toujours plus, passer plus de temps à contrôler, à saisir du chiffre, des heures d'activité dans des logiciels parfois pas toujours adaptés, car en réalité, toujours plus de contrôle au nom de l'accompagnement, mais toujours moins d'accompagnement au nom du contrôle. Allez-vous, par ailleurs, prendre la tête du RAP, le réseau des acteurs pour l'emploi? Moyen. Quelle trajectoire de financement pour l'insertion? Comment faire une réforme France Travail avec le budget au maximum de la garantie jeune pour 5 fois ou 10 fois plus d'allocataires ou de bénéficiaires? Que pensez-vous, enfin, et c'est une question importante, du reste à vivre? Là, c'est plus une question philosophique, monsieur le haut-commissaire. On va, avec la réforme que vous avez pensée et portée, avoir une incidence réelle sur les sanctions, sur ce qui reste à vivre à la fin du mois. Avec combien une personne doit-elle vivre? 300, 400, 500, 600 euros? C'est une question importante et j'aimerais bien avoir, monsieur le haut-commissaire, votre avis sur ce point. Monsieur Christophe pour le groupe Horizon. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Haut-Commissaire, voilà des années que vous vous consacrez à la consultation des acteurs de l'emploi et la construction du monde du travail de demain. Pour ne citer que ces fonctions, vous avez été président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi dès 2018, vous l'avez rappelé, avant d'être nommé Haut-Commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises en 2020. Votre volonté a toujours été la même, faire sortir les Français de la pauvreté par le travail et l'inclusion. C'est bien la pensée qui vous a guidé lors de la rédaction de votre rapport intitulé France Travail, une transformation profonde de notre action collective pour atteindre le plein emploi et permettre ainsi l'accès de tous à l'autonomie et à la dignité par le travail, remis le 19 avril 2023 à Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Ce rapport de préfiguration du projet de loi Plein Emploi, dont j'ai eu le plaisir d'être co-rapporteur avec ma collègue Christine Lenabour, vous a amené à réaliser de très nombreux déplacements à la rencontre des équipes comme des usagers. Présent lors de votre venue sur le site expérimental de Tourcoing, et je vous invite, mes chers collègues, à aller le visiter, je ne peux que témoigner de votre attention aux remontées des salariés sur leur travail du quotidien. J'ai vu l'envie et la détermination d'accompagner, de valoriser tous les talents et tous les potentiels de Pôle emploi. Vous avez ainsi grandement participé à l'élaboration de la vision de France Travail en préconisant notamment une meilleure coopération entre les acteurs et un meilleur investissement local. Par cette réforme équilibrée et ambitieuse, nous aiderons nos concitoyens les plus éloignés de l'emploi et les chefs d'entreprise à se rencontrer. C'est aussi une des missions de France Travail de demain. Pour toutes ces raisons, votre candidature à cette fonction me semble en effet légitime. Votre expérience de terrain et vos connaissances de l'opérateur Pôle emploi, bientôt renommé France Travail, sera, j'en suis certain, un atout indéniable pour la réussite de la transformation du service public de l'emploi. Je n'aurai qu'une seule question. Pourriez-vous nous indiquer votre vision sur les prochaines étapes de la transformation du service et comment vous l'imaginez? Je vous remercie. Merci Madame Garin pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Monsieur Guilhuy, vous êtes l'auteur d'un rapport qui préfigure la loi sur France Travail. Enfin, ancien directeur d'un service d'insertion, pensez-vous sincèrement et sérieusement qu'avec les moyens actuels et futures annonces, on peut correctement accompagner les 2,5 millions de personnes privées d'emploi? Vous-même, vous militiez quand vous étiez chargé de la concertation du contrat d'engagement jeune qui a imposé les 15 à 20 heures pour un budget correspondant à 2 000 € par allocataire et par an. Donc si on suit vos engagements précédents, comment comptez-vous mobiliser 5 milliards d'euros sur cette cause? Deuxième question, vous plaidez souvent sur le fait que les solutions se trouvent au niveau local. Or, vous allez prendre la tête d'un opérateur qui a plutôt tendance à être dans une ligne verticale hiérarchique. Le directeur de Pôle emploi décide et les territoires exécutent. Dans la réforme que vous avez portée, vous redonnez place à un copilotage associant la préfecture et la collectivité départementale ou régionale. Comment et auprès de qui souhaitez-vous que les directeurs régionaux et territoriaux rendent des comptes sur l'action qu'ils mènent en tant qu'opérateurs? Actuellement, c'est au directeur général de Pôle emploi dans une logique centralisatrice et nationale. Souhaitez-vous que cela change? Et si oui, allez-vous jusqu'à proposer aux collectivités de participer au recrutement des directeurs, ce qui serait un moyen de sortir de la logique hiérarchique nationale? Enfin, vous avez mentionné à juste titre l'implication sans faille des collaborateurs et collaboratrices de Pôle emploi. Qu'allez-vous faire pour elles et eux? La multiplication des missions confiées à Pôle emploi nous interroge et nous inquiète. Tout au long de notre travail sur le texte plein emploi, nous avons constaté et été alertés par leurs conditions de travail parfois difficiles, notamment des conseillers Pôle emploi, qui se retrouvent parfois avec 100 personnes à accompagner quand l'idéal se trouve autour de 40. Avec la hausse des inscriptions massives, comment allez-vous garantir de bonnes conditions d'accompagnement et de bonnes conditions de travail? Je vous remercie. Merci Monsieur Daréville pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. Cher Thibaut Guilhuy, vous avez été l'architecte de cette réforme et vous serez désormais le conducteur de chantier. C'est un sacré chantier, on espère que vous y voyez clair.
À vrai dire, nous, pas toujours. Et l'édifice qui ressort de la loi nous semble assez chancelant. C'est ce que nous avons dit au Conseil constitutionnel hier en allant défendre notre recours. La première question que je voudrais vous poser concerne la dégradation de la conjoncture. Est-ce qu'elle n'est pas en train justement de poser question au regard des prérequis qui ont présidé à l'écriture de cette réforme? Ma deuxième question, elle porte sur les agentes et les agents de Pôle emploi. Je crois qu'il est absolument essentiel d'en prendre soin. Ils ont subi de nombreuses réformes ces dernières années. Et on sent qu'il existe là aussi un certain nombre de malaises qui peut exister au sein de Pôle emploi. Et donc, ils vont voir leur métier se modifier. Comment allez-vous traiter cette question-là, aborder cette question-là? Vous avez évoqué le pilotage par les chiffres, par les résultats plus exactement. Ça faisait déjà partie de votre rapport. Je suis très très interrogatif sur la signification. Qu'entendez-vous exactement par là? Quelle sera ensuite la politique de radiation, puisqu'il y aura nécessairement des radiations et elles pourraient être importantes en nombre. Je voudrais également vous interroger sur la notion d'activité. Qu'entend-on en réalité par activité, puisque la loi ne le dit pas véritablement? Que se passera-t-il en cas de désaccord sur le contrat d'engagement entre l'institution et la personne concernée? Nous craignons qu'il y ait une forme d'arbitraire qui finalement s'exerce et qu'au bout du compte, la réforme conduise à installer, nous contestons cela, une logique de forçage, une logique d'augmentation du nombre d'emplois low cost et d'adéquationnisme. Comment, éventuellement, si la volonté existait, pourrait-on s'en prémunir? Enfin, quels seront les contacts avec des entreprises au privé? Allez-vous avoir recours massivement au privé pour un certain nombre de services? Merci, Monsieur Colombani, pour le groupe LIOT. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur le rapporteur, chers collègues. La dernière fois que vous avez été auditionné par notre commission, vous veniez de rendre votre rapport de préfiguration de France Travail. Depuis, le projet de loi plein emploi a été adopté. Il acte, entre autres, la transformation de Pôle emploi en France Travail et surtout la conditionnalité du RSA à 15 heures d'activité par semaine. Notre groupe était fortement opposé à ce projet et à sa vision comptable de l'accompagnement au détriment d'un parcours de qualité adapté à chaque profil. C'est pourtant cette politique que vous devriez porter à la tête de Pôle emploi et nous aurions souhaité vous entendre sur le caractère réaliste de celle-ci. Pour rappel, un dispositif que vous connaissiez bien puisque vous avez participé à sa construction, le contrat d'engagement jeune, il a été démontré que 40% des bénéficiaires n'atteignent pas le minimum des 15 heures d'activité et 20% sont en dessous de 5 heures. Pourtant, ce même principe va être déployé à tous les inscrits de France Travail. Nous ne savons toujours pas pour quelles activités et surtout avec quels moyens. Aujourd'hui, les agents peinent à offrir un accompagnement personnalisé aux 450 personnes qu'ils suivent en moyenne. Ainsi, 80% des demandeurs d'emploi n'ont que d'échanges dématérialisés au téléphonique avec Pôle emploi. Comment comptez-vous mettre en œuvre une telle politique de conditionnalité et garantir qu'elle profite effectivement à l'insertion des demandeurs d'emploi? Notre groupe avait demandé d'attendre à minima le bilan des expérimentations sur le RSA et le futur réseau. Le ministre n'a pu fournir aucun retour sur celle-ci. Peut-être avez-vous plus d'informations à ce stade. Et comment envisagez-vous de lutter contre le non-recours aux droits? Je vous remercie. Merci. Je vais maintenant prendre les questions des députés. Monsieur Frey. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Haut-Commissaire Thibault Gully, tout d'abord je vous remercie pour la clarté de votre propos liminaire. Vous l'avez rappelé, l'un des principaux chantiers qui vous attendra en cas de nomination sera de concrétiser la transformation de notre service public de l'emploi, Pôle emploi, vers France Travail, que nous avons acté avec l'adoption récente de la loi pour le plein emploi. Afin de faciliter le déploiement de ce nouvel opérateur et pour permettre un accompagnement renforcé des bénéficiaires du RSA, le projet de loi de finances pour 2024 prévoit notamment que le plafond d'emploi de Pôle emploi sera revu à la hausse en 2024 avec 300 équivalents temps plein supplémentaires. Ils viendront s'ajouter aux quelques 4000 créations de postes au sein de Pôle emploi entre 2017 et 2022. Ces moyens humains supplémentaires seront indispensables pour permettre à Pôle emploi de mener à bien les nouvelles missions confiées avec l'arrivée de France Travail.
Ma question est la suivante. Avez-vous une idée de la répartition à venir de ces postes d'un point de vue territorial? Dans le cas contraire, outre l'accompagnement des bénéficiaires du RSA et des demandeurs d'emploi en général, quels sont les secteurs d'activité et éventuellement les zones territoriales de l'opérateur à prioriser selon vous? Je vous remercie. Merci, Madame Héraudy. Monsieur Thibault-Guilly, vous n'êtes pas sans savoir que l'Assemblée nationale a récemment adopté le projet de loi France Travail. Ce texte entache notre modèle social français et vient stigmatiser une nouvelle fois les plus privés d'emploi en zappant la question de la rareté et de la qualité de l'emploi. Concrètement, les chômeurs vont devoir travailler à titre gratuit pendant au moins 15 heures pour prétendre toucher leurs allocations qui leur sont dues. Le gouvernement a éludé cette question du travail gratuit en parlant d'un accompagnement plus important. Cependant, accompagner prend du temps et surtout nécessite d'embaucher davantage de conseillers. Dans la Gazette des communes, on pouvait lire récemment concernant l'accompagnement « Pas sûr que même si on voulait, on le pourrait. Il y a un obstacle en matière de ressources humaines. » Voilà ce qu'en pense même un président de département, les Républicains, face à la réalité de terrain. Plus qu'un petit obstacle, je parlerai d'une tâche titanesque. Déjà en 2019, France Info révélait que les agents de Pôle emploi suivaient 2 fois plus de chômeurs que le chiffre annoncé par la direction. Le projet de loi finance augmente certes les fonds alloués à Pôle emploi, mais de manière insuffisante. Et M. Dussopt a annoncé l'embauche de seulement 300 agents supplémentaires. Ainsi, je me demande, quand vous prendrez vos fonctions, les 59 000 agents de Pôle emploi devront-ils s'attendre à une mise sous pression de votre part suite à l'adoption de cette réforme dont vous êtes l'un des principaux architectes? Aussi, quelle est la trajectoire de recrutement pour les prochaines années? Je vous remercie. Madame Janvier. Merci Madame la Présidente. Monsieur Guy, dans le sillage de notre engagement constant envers les politiques structurelles initiées depuis 2017, la création de France Travail inaugure une nouvelle ère dans l'accompagnement des publics les plus distancés du marché de l'emploi. Cette initiative, symbolisée par la mise en place d'un guichet unique pour l'emploi, se propose d'optimiser la coordination entre les diverses entités du secteur de l'emploi. Et à ce titre, je me réjouis particulièrement que la région Centre-Val de Loire se trouve au cœur de cette innovation en tant que bénéficiaire du protocole d'expérimentation régionale de France Travail. Quel bilan tirez-vous de la mise en œuvre de ce protocole régional de préfiguration? En quoi cette expérience pionnière en Centre-Val de Loire peut-elle éclairer le déploiement futur de France Travail à l'échelle nationale prévu pour 2024? Je vous remercie. Monsieur Ruffin. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur Guilluy. L'objectif de Pôle emploi, c'est de trouver du travail, d'accompagner les gens qui sont en recherche d'emploi. Maintenant, le plus simple, ça serait qu'ils ne perdent pas leur travail. Ça serait qu'ils ne perdent pas leur boulot. Or, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 10 ans, on est quand même stupéfait, puisqu'en 2012, il y avait 497 000 licenciements en France. On a aujourd'hui dépassé les plus de 1 million de licenciements chaque année. Comment vous expliquez cette flambée des licenciements, une multiplication par 2 en 10 ans? Comment vous pensez pouvoir cautériser cette hémorragie? Est-ce que vous le liez à la succession des lois de travail, ordonnance Macron et ainsi de suite? Et à l'intérieur de ça, à mon avis, un phénomène encore plus inquiétant, qui est l'inscription à Pôle emploi pour cause d'inaptitude. J'en ai fait un petit graphique. Vous passez de 43 000 licenciements pour inaptitude en 2012 à plus de 100 000 licenciements pour inaptitude aujourd'hui. Donc des gens qui sont brisés soit mentalement, soit physiquement par le travail, par des troubles musculo-squelettiques, par la colonne vertébrale usée, mais aussi parfois par le cerveau épuisé. Donc des rebuts du mal-travail. Comment vous analysez cette flambée de la même manière des licenciements pour inaptitude? Comment vous pensez la cautériser? Et là, quels effectifs gigantesques, à mon sens, il faudrait à Pôle emploi pour accompagner un retour vers l'emploi des gens qui ont été virés de leur travail parce qu'on les a considérés comme inaptes, comme trop âgés, et dont, au fond, les employeurs ne veulent plus pour des raisons physiques le plus souvent et parfois psychologiques. Donc face à cette masse, 100 000 personnes par an, 100 000 personnes par an licenciées pour inaptitude, c'est à mon avis le plus grand des plans sociaux et qui est mis sous le tapis. Que peut faire Pôle emploi face à ça?
Madame Iborra. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Haut-Commissaire, 2 questions à vous poser. La première concerne la gouvernance, qu'elle soit nationale ou locale. Dans un rapport d'il y a quelques années, une mission d'information, j'ai eu l'avantage d'ailleurs de travailler avec Jean Basser, que je veux saluer aujourd'hui. J'avais noté, comme c'est le cas dans de nombreuses politiques publiques, pléthore d'acteurs où chacun à son niveau intervenait, mais sans aucune coordination définie, ce qui nuisait particulièrement à l'efficacité recherchée. La situation de ce point de vue n'a pas beaucoup changé. Comment pensez-vous y remédier? La deuxième question très rapide, qui dit travail dit entreprise. Comment comptez-vous les associer? Merci. Madame Amrani. Merci Madame la Présidente. Monsieur Gulli, le constat est le suivant. Il y a 100 000 personnes de plus au RSA cette année, 100 000 personnes qui doivent se débrouiller pour vivre avec plus ou moins 600 € par mois. Il y a 400 000 pauvres supplémentaires depuis le premier quinquennat de M. Macron. Il y a 14 000 personnes directement tuées par le chômage chaque année. Ce constat est sans équivoque. La situation sociale de notre pays est complètement dramatique. Dans le même temps, le gouvernement ne pense qu'à faire des économies sur le dos des plus faibles et a déjà réalisé 7 milliards d'économies en s'en prenant aux chômeurs et en réduisant les droits à l'assurance chômage. Avec le PLF 2024 passé en force par un énième 49.3, le gouvernement, après avoir réduit de 200 millions d'euros les moyens alloués à Pôle emploi en 2023, décide de les réduire à nouveau de 80 millions d'euros. Donc vous comprendrez bien que l'impossibilité, en tout cas aujourd'hui, aux agents de faire correctement leur travail. Monsieur, j'ai 2 questions. Comment, avec quels moyens et comment allez-vous tout simplement trouver les 2,3 milliards à 2,7 milliards d'euros de financement que vous devez avoir entre 2024 et 2026? Et notre question là qui se pose concernant le contrôle aléatoire. Vous avez parlé de contrôle aléatoire des personnes qui vont être inscrites à Pôle emploi. Est-ce que le logiciel qui sera utilisé et l'algorithme sera le même que celui qui est utilisé aujourd'hui à la CAF? Merci. Madame Berreté. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Haut-Commissaire pour cet exposé. Les seniors sont au cœur de l'actualité concernant les périodes d'indemnisation, mais je souhaite vous interroger concernant leur employabilité. Pour les jeunes, il existe les missions locales qui permettent de proposer aux 18-25 ans un suivi personnalisé concernant leur emploi et leur formation. Pour les personnes en situation de handicap, l'expertise Cap Emploi les accompagne, ainsi que les employeurs vers et dans l'emploi. Les seniors représentent également un public spécifique dont l'accompagnement mériterait à être personnalisé, mais il semble que cela ne soit pas le cas. Notre pays semble culturellement encore peu enclin à proposer un parcours particulier de retour à l'emploi pour cette cible, et pourtant le recul de l'âge de la retraite risque d'en accroître le besoin. Ma question est donc la suivante. Dans le cadre de votre candidature, avez-vous une stratégie qui permettrait aux demandeurs d'emploi seniors de pouvoir retourner à l'emploi et se former à travers les dispositifs construits sur les mêmes principes que ceux disponibles pour les jeunes et les personnes en situation de handicap? Je vous remercie. Madame Vignon. Merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Haut-Commissaire. Alors je tenais à vous dire que, avant de vous poser la question, que je travaille particulièrement bien avec Monsieur Thierry Lemerle, qui est directeur régional d'Occitanie. Et bon, même s'il est proche de la retraite, je crois que c'est quelqu'un qui a un regard extrêmement aiguisé. C'est quelqu'un d'humain. Il a vraiment des solutions et il faudra l'écouter, je pense. J'en viens à ma question. Comment allez-vous mener votre double mission, celle de diriger France Travail et le réseau pour l'emploi constitué par toutes les parties prenantes? La loi permet de cadrer la gouvernance de France Travail dans son ensemble. Les décrets devront préciser qui a le droit de vote, qui est consulté, qui est associé dans les comités. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Sur le terrain, actuellement, les acteurs sont un petit peu perdus, ne sont pas au clair sur qui va faire quoi. Je vous remercie. Monsieur Le Gac. Oui, merci Madame la Présidente. Bien, Monsieur Guilly,
Je vous dis d'emblée, bien évidemment, que je voterai en faveur de votre candidature. Moi, je suis élu d'un territoire, la Bretagne, où le taux de chômage est bas, le taux d'emploi est élevé. Dans ce contexte, nous avons deux défis. Vous aurez deux défis, ou nous aurons deux défis ensemble à relever. Le premier, à mon avis, c'est de faire revenir les entreprises dans le giron de France Travail, de Pôle emploi. Chez nous, les chefs d'entreprise ont complètement, se sont détournés de Pôle emploi, ne font plus appel à cette structure pour recruter. Et c'est bien là une anomalie, c'est bien dommage. Le deuxième défi, c'est bien évidemment les emplois non pourvus, la difficulté de recrutement. Comme nous sommes chez nous plutôt en situation de plein emploi, les entreprises n'arrivent pas à recruter et c'est très difficile à comprendre cette inadéquation entre l'offre et la demande. Et donc ma question, pour relever ces deux défis, nous aurons besoin d'une organisation au plus près du terrain. Et donc, comment envisagez-vous la composition des comités locaux France Travail? On parle beaucoup des bassins d'emploi, bien évidemment, mais comment vous allez articuler bassins d'emploi et EPCI? Et chez nous, les EPCI sont plutôt bien en pointe, notamment sur le combat pour un plein emploi. Et donc, les bassins d'emploi, voilà, c'est important. Est-ce que c'est le département, le PCI? Enfin, demain, après votre désignation, quel est votre plan d'action justement pour trouver le comité local le plus adapté à la réalité du terrain? Merci. Monsieur Certan. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Haut-Commissaire, chers collègues. Nous sommes nombreux parmi les parlementaires ici présents à être issus de territoires ruraux, pour lesquels les enjeux d'emploi et d'insertion sont immenses, et face auxquels nous peinons parfois à apporter des solutions concrètes. Sur ma circonscription en particulier, l'agence Pôle emploi de Vire-Normandie prend en charge près de 3 800 demandeurs d'emploi. Et celle-ci est l'unique agence existant sur un territoire d'une superficie de 800 km². Alors même si l'agence travaille étroitement avec les missions locales pour accompagner des projets à destination de nos jeunes, la mobilité et les enjeux numériques restent les principaux freins au retour à l'emploi, principalement en milieu rural. Ma question est donc la suivante. Comment comptez-vous y répondre afin de ne pas perdre de vue l'exclusion sociale et réduire la fracture à laquelle doivent faire face nos territoires les plus ruraux? Je vous remercie. Madame Bergantz. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Haut-Commissaire, il se trouve qu'il y a un territoire engagé dans l'expérimentation France Travail dans mon département, les Yvelines. Et je peux témoigner ici de la dynamique qui s'est créée autour de ce projet entre les équipes Pôle emploi et le conseil départemental. Ma question porte sur le partage et l'échange des données sur les bénéficiaires qui est la première étape de cette collaboration. Nous avions pu constater à quel point le cloisonnement des données traitées en silo pouvait complexifier la tâche des divers acteurs et parfois trop souvent mener à des ruptures de parcours des bénéficiaires. L'approche choisie par le département des Yvelines et Pôle emploi s'est basée sur une utilisation conjointe du logiciel de Pôle emploi. Plusieurs motivations à cela: ne pas générer des frais supplémentaires dans la création d'un nouveau logiciel, faire qu'une partie des conseillers soit déjà familiarisés avec cet outil, donc des frais de formation moindres et une mise en œuvre plus rapide. Cela permet de surcroît d'avoir rapidement un suivi commun des bénéficiaires et une vue transversale sur leur parcours. Quel est votre avis sur la question des données et donc de la plateforme dans le traitement des dossiers, et comment allez-vous analyser les différentes voies choisies par les territoires d'expérimentation? Je vous remercie. Monsieur Saint-Huil. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Haut-Commissaire, 3 questions rapides. Le texte a été écrit dans le fantasme du plein emploi. Les chiffres du chômage de ces dernières semaines témoignent d'une remontée qui semble devoir s'inscrire dans la durée. Première question simple, est-ce que finalement la capacité à atteindre le plein emploi vous semble toujours réaliste? Si oui, sous quelles conditions? Et selon vous, est-ce que cela passe inévitablement par la précarisation d'un certain nombre de travailleurs? Deuxième question qui m'intéresse beaucoup. Le ministre de l'économie a fait des déclarations sur la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans, considérant que cela pourrait être un outil qui leur permettrait de sortir de fait d'une pré-retraite anticipée, sans remettre en cause les pratiques des grandes entreprises, notamment, qui choisissent parfois ce mode pour sortir du marché du travail un certain nombre de seniors. Quelle est votre appréciation sur la durée d'indemnisation au chômage des plus de 55 ans? Considérez-vous, comme le ministre de l'économie, qu'il serait bon
de revenir à un système partagé avec les moins de 55 ans pour les remettre au travail, puisque le fantasme est toujours dans l'hypothèse que le plein emploi justifie que maintenant nous sommes à l'os en quelque sorte, et que ceux qu'il faut aller chercher sont ceux qui vivent du confort du chômage, ou peut-être qui se considèrent plus en situation confortable d'inactivité. Dernière question, qui est issue d'une réalité de terrain. Beaucoup d'acteurs considèrent qu'il y a une opposition entre Pôle emploi hier, France Travail demain, et les acteurs de territoire sur une vision qui peut être d'une part assez descendante, d'autre part plutôt transversale. Ma question est donc simple. Comment vous allez garantir que dans les territoires où l'opérationnalité fonctionne bien, que vous n'allez pas imposer à travers France Travail une vision verticale et directe, mais une capacité à être horizontale et collaboratif? Merci, Monsieur le Commissaire, de vos réponses à ces questions. Monsieur Gage. Merci, Madame la Présidente. Alors, mon collègue Saint-Huil vient d'évoquer la question de l'emploi des seniors. J'imagine par avance la réponse du haut fonctionnaire qui nous dira que le devoir de réserve l'empêche de juger de la pertinence de la proposition de Bruno Le Maire. Et je mets beaucoup de guillemets, évidemment. Mais dans le prolongement, quand même, est-ce que vous avez le sentiment qu'une telle mesure est compatible avec les missions d'accompagnement que France Travail doit ou devrait avoir à destination de ces seniors? Deuxième question très précise et d'actualité pour l'élu francilien que je suis. Il y a un enjeu essentiel qui est celui de la collaboration avec les missions locales. En Île-de-France, Valérie Pécresse, et d'ailleurs l'ensemble des acteurs des missions locales sont mobilisés la semaine prochaine, vient de décider une baisse drastique du financement régional des missions locales. Quel est le type de garde-fou que vous pouvez avoir à l'endroit, dans la relation notamment avec les conseils régionaux, sur les autres sujets que vous pouvez avoir en commun, pour éviter que, d'un côté, soit à ce point dévitalisé et mis dans une situation de grande précarité le fonctionnement des missions locales sur lesquelles vous avez besoin de vous appuyer. En Île-de-France, c'est presque 90% de baisse de la dotation de fonctionnement. Troisième question, très précise. Elle s'inspire de l'interpellation que Solidarité Nouvelle pour le chômage vous a faite, celle de la participation des associations à la gouvernance de France Travail. Quelle place envisagez-vous de leur accorder? Ils ont exprimé récemment leur inquiétude. Et quatrième et dernière question, elle est d'actualité, puisqu'on va aborder cet après-midi la question des discriminations, avec une proposition de loi de Marc Ferracci. Quelle est l'intensité de la lutte sur les annonces discriminatoires que vous avez à connaître, et est-ce que le name and shame est une bonne solution pour vous? Monsieur Rousset. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Haut-Commissaire Thibault Guilly, mes chers collègues. France Travail doit évoluer vers plein emploi doit évoluer vers France Travail. L'Aveyron a été un département expérimental, ça s'est plutôt bien passé, mais on sait que dans nos départements ruraux, il y a des gens qui sont très très éloignés de l'emploi, et pourtant les entreprises sont en tension. Donc j'espère que vous allez pouvoir améliorer cette situation. Je voulais vous dire que je voterai pour votre nomination. Merci. Monsieur le rapporteur, pour conclure les questions. Merci Madame la Présidente. Effectivement, je reviens un petit peu à la charge parce que beaucoup de choses ont été dites qui sont très intéressantes. D'abord, j'ai entendu notre collègue Le Gag dire que le patronat se détourne de Pôle emploi. Bon, c'est peut-être le cas chez lui, je l'imagine bien, mais au national, le nombre d'offres collectées depuis 2017 augmente de 33% et le nombre d'offres diffusées de 75%. Donc les salariés de Pôle emploi font un travail extraordinaire et le nombre d'offres qu'ils collectent et qu'ils diffusent est en augmentation, tant mieux. Vous évoquiez, Monsieur Guilluy, la satisfaction. Vous disiez 75% de satisfaction aujourd'hui à Pôle emploi. Bon, eh bien, le défi, c'est de faire mieux. À France Travail, honnêtement, j'y crois pas forcément vu le cadre légal qui vous est donné. Vous évoquiez sur les au moins 15 heures d'activité le fait que ce n'était en aucun cas du travail et que donc il n'y avait pas de raison de vouloir se donner des garanties. Vous nous renvoyez pour ça à votre rapport. Donc je l'ai évidemment vite fait regarder. Page 266 du rapport que vous avez remis. Vous évoquez bien que dans les heures d'activité obligatoires, il y a stage, immersion, alternance. Donc soit ce n'est pas du travail, soit on a évolué par rapport à votre rapport. Et ça m'intéresserait de savoir laquelle de deux hypothèses est la vraie.
sur le contrôle des demandeuses et demandeurs d'emploi. Vous dites le contrôle aléatoire est demandé par les partenaires sociaux. Ce qui est vrai, mais ce sont les mêmes qui refusent France Travail. Justement, parce qu'il y a une contradiction entre les deux. Parce que si vous inscrivez, par exemple, les conjointes et conjoints d'allocataires qui sont demandeurs d'emploi et que vous faites des contrôles aléatoires, vous allez donc contrôler les concubins, concubines, conjointes, conjoints des allocataires. Et c'est parce que ça n'a aucun sens que les partenaires sociaux ont refusé France Travail. Ils ont évidemment raison. Pour conclure sur la question des créations d'emplois, vous avez évoqué le fait qu'une des tâches est effectivement de réduire les délais, ce qui est par ailleurs le cas. Ça fait 10 ans que les délais de recrutement en CDI se réduisent, mais ça reste une opération comptable. Recruter plus vite, c'est pas créer un emploi, c'est augmenter le nombre de jours de travail. Donc je vois l'opération comptable, mais je ne suis pas forcément d'accord sur la qualification en tant que création d'emplois nets. Deuxièmement, vous avez évoqué le fait que la prospection permettait aussi d'accéder à des emplois. Il me semble qu'elle change avant tout les canaux. C'est un artefact, c'est-à-dire que des offres d'emploi qui sont pourvues de manière informelle deviennent de manière formelle. Enfin, le contrôle des offres d'emploi a ce caractère contre-productif qu'on voit dans tous les pays, qu'à contrôler les chômeurs et leur mettre la pression au maximum, ils candidatent à tout ce qui passe, donc les employeurs ont beaucoup d'offres qui les saturent, et donc parfois ils se retirent du service public d'emploi. Et on a là l'effet contre-productif et très dangereux pour le service public d'emploi, pour les agents et pour les chômeurs, des politiques de contrôle qui sont prônées par France Travail. Merci. Monsieur Guilly, pour répondre à toutes ces questions. Vous avez 2 minutes. Allez-y, monsieur Guilly, je vous en prie. Alors, je ne suis pas sûr de dans quel ordre je vais pouvoir répondre effectivement à toutes ces questions et ça nécessitera probablement des approfondissements futurs. En tout cas, peut-être d'abord pour commencer sur... vous avez interpellé d'abord, il y a eu pas mal d'interpellations ou de questions autour du personnel de Pôle emploi. Mais pour mettre en œuvre France Travail, il y a évidemment ce que j'ai pu dire d'ailleurs dans mon propos liminaire sur le personnel de Pôle emploi et les 55 000 personnes, et d'ailleurs plus exactement 59 000 si on compte aussi les contrats aidés et puis les contributeurs à Pôle emploi. Mais au-delà, j'attire quand même votre attention sur le fait que on comptabilise plus ou moins 160 000 travailleurs sociaux, accompagnateurs, conseillers, parce qu'il ne faut pas oublier que pour pouvoir relever le défi du plein emploi et de l'accompagnement de tous, il y a les missions locales, vous l'avez dit, il y a les Cap Emploi. Vous avez pas loin de 30 000 travailleurs sociaux dans les centres d'hébergement du secteur de l'AHI. Vous avez les PLI, les maisons de l'emploi. Vous avez les acteurs de l'insertion par l'activité économique. Vous avez les acteurs du handicap. Et que c'est collectivement, et c'est bien pour cela, en fait, que pour pouvoir apporter une réponse personnalisée, globale à chacune de ces personnes, il faut organiser une meilleure coopération pour éviter les doublons, éviter les ruptures dans les parcours et faire en sorte que ces coopérations fonctionnent mieux. Donc, évidemment, le rôle des collaborateurs de Pôle emploi est absolument fondamental dans la mise en œuvre de cette réforme, mais n'oublions pas qu'ils peuvent s'appuyer sur tous ces acteurs qui sont sur les territoires. Ça permettra, d'ailleurs, du coup, sur l'accompagnement, un de nos défis, c'est de faire en sorte que personne au bord de la route ne soit pas qu'un slogan, et que derrière l'inscription à France Travail, c'est un certain nombre d'actions qui doivent être menées. Alors certains peuvent les appeler aller vers, ou vous pouvez les appeler autrement. En tout cas, au-delà des personnes en situation de handicap qu'on a déjà évoquées, des jeunes, il y a les partenariats et les propositions que nous avons faites et déclinées de façon opérationnelle sur la mise en œuvre de la collaboration avec les lycées professionnels. Je pense notamment à Avenir Pro. On a près de 100 000 de nos jeunes qui sortent en difficulté d'insertion professionnelle, et on est en train de travailler avec les missions locales pour pouvoir organiser un accompagnement anticipé plutôt que de les laisser se fracasser sur la difficulté de trouver le marché du travail. On a ce même défi, et j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps les présidents d'université pour l'accompagnement des étudiants décrocheurs ou l'insertion professionnelle en sortie 2, le partenariat avec l'OFI et les associations pour mieux accompagner les personnes réfugiées. Et puis, puisque ça a été évoqué aussi, sur la question des personnes en inaptitude,
nous souhaitons aussi assurer un meilleur accompagnement, car on le sait, ça a été rappelé par l'un d'entre vous, que quand on sort d'une situation d'inaptitude, eh bien, on a connu une forme de traumatisme, qu'on a par définition aussi besoin de se reconvertir et que nous avons donc besoin d'un accompagnement adapté, autant du coup aller au-devant de ces personnes plutôt que d'attendre qu'ils arrivent finalement au guichet de Pôle emploi en ayant oublié finalement l'histoire qu'ils viennent de vivre. On en gagnera beaucoup en prévention et en efficacité du service public en allant au-devant des problématiques. Sur l'accompagnement, pour poursuivre sur l'accompagnement, vous avez insisté, et ce qui est vrai, c'est particulièrement vrai dans le rural, mais c'est vrai partout, et c'est un des enjeux de France Travail, c'est que effectivement un accompagnement, c'est pas une adéquation entre des offres d'emploi d'un côté et des candidatures de l'autre, mais souvent il est aussi question de formation, il est question de lever des freins, de mobilité, vous en avez parlé, de santé, de logement, de garde d'enfants. N'oublions pas par exemple que 34% des bénéficiaires du RSA sont des parents isolés, souvent plutôt des mamans isolées, et où évidemment si vous ne répondez pas de façon concomitante aux problématiques sociales et aux besoins de recherche d'emploi, ça ne fonctionne pas. Et là, ça passe par un meilleur repérage des difficultés dès l'entrée. C'est pour ça que l'inscription et le diagnostic est pour nous important, pour ensuite pouvoir orienter vers les bonnes solutions sur les territoires. Et là, on fait un travail en ce moment pour mettre en visibilité l'ensemble des solutions en matière d'accompagnement au logement, à l'illettrisme, à l'illetronisme. Enfin, voilà, vous pouvez d'ailleurs aller consulter déjà, si vous voulez, l'outil Dora, qui sur votre territoire commence à déjà indexer plusieurs dizaines de milliers de services en la matière. C'est un véritable enjeu, et c'est pour ça que je mentionnais aussi l'Académie France Travail, c'est qu'il faut développer l'interconnaissance entre les acteurs pour pouvoir travailler mieux ensemble, entre un travailleur qui accompagne sur le logement et puis le conseiller de Pôle emploi ou de la mission locale sur l'accompagnement à la formation ou à l'emploi. Sur la question des entreprises, alors certains posent la question de comment permettre à toutes les entreprises de bénéficier des services de Pôle emploi. D'abord, j'aimerais insister sur une chose, c'est que en quelques années, grâce aux actions menées par les équipes de Pôle emploi, le taux de satisfaction est passé de l'ordre d'une entreprise sur deux à maintenant plus de 83% de satisfaction des entreprises qui recourent aux services de Pôle emploi. Simplement, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, les TPE, les petites entreprises, recourent moins et n'ont pas encore le réflexe toujours de Pôle emploi, puisqu'elles sont entre 25 et 26%, je crois, enfin, de l'ordre un peu plus d'un quart à recourir aux services de Pôle emploi, là où les entreprises de plus de 100 salariés sont beaucoup plus nombreuses là-dessus. Et donc, cette question d'aller au-devant des entreprises, et c'est pour cela qu'on propose la prospection, pour pouvoir justement accompagner les entreprises. La deuxième chose, c'est de travailler mieux en coopération avec les chambres de commerce et d'industrie, avec les chambres des métiers et d'artisanat, avec les chambres d'agriculture, l'ensemble des branches professionnelles, et de s'appuyer aussi sur les 4000 conseillers entreprises spécialisées qu'on va retrouver dans les OPCO pour pouvoir mettre en visibilité les services de Pôle emploi pour en faire bénéficier l'ensemble des TPE et des PME. Les services sont bons, maintenant il faut qu'ils soient plus accessibles. Je pense, et puis pour aussi rebondir sur l'interrogation ou l'attention sur l'efficacité du système dont parlait le député Viry, l'efficacité tiendra aussi à notre capacité à simplifier les choses. Il ne suffit pas d'avoir des dispositifs efficaces, il faut aussi qu'ils soient accessibles et simples. Vous parliez par exemple de l'immersion, je prends cet exemple-là, mais on pourrait en citer d'autres. Aujourd'hui, ça s'appelle la PMSMP. Et déjà, rien que ces acronymes, c'est sûr que ça rend pas accessible un service à une TPE-PME. Comment l'appeler l'immersion? Comment éviter le CERFA et la charge administrative en simplifiant son accès? Ça s'appelle immersion facile, et en 5 minutes, maintenant, une entreprise peut recourir à ce service.
Et il se trouve que l'immersion, ça permet d'augmenter, on l'a vu dans le cadre du plan DELD, d'augmenter de 20 points les chances de retour à l'emploi des demandeurs d'emploi qui bénéficient des immersions professionnelles. Et donc, je pense que l'efficacité passera aussi par un sens du pragmatisme et regarder ensuite à chaque fois concrètement ce qui fonctionne et comment on peut le déployer en s'assurant que c'est à hauteur d'usager. Dans les questions aussi sur l'entreprise, vous avez fait part témoignages de différents députés. Dans la Bretagne, j'étais à Perros-Guirec, d'ailleurs, il y a pas plus tard que quelques jours, avec la plupart en fait, des représentants des entreprises, des TPE, des PME, pour voir comment mieux embarquer les entreprises dans la gouvernance, qui est aussi une des préoccupations centrales du projet de France Travail. Aujourd'hui, en fait, les gouvernances sont, vous le savez, très émiettées, organisées plutôt par compétences plutôt que par objectifs, et souvent assez éloignées de l'action de l'emploi qui se passe sur les bassins de vie, les bassins d'emploi. C'est là que se passe l'emploi. Et donc, la mise en place de ces comités locaux, c'est un travail qui va être construit avec les services de l'État dans le cadre du Conseil national des parties prenantes. Donc je ne veux pas totalement préempter ce débat, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'en termes d'approche, on s'appuie sur les expérimentations RSA, on s'appuie aussi sur les protocoles. Vous avez mentionné celui du Centre Val-de-Loire. Effectivement, je salue l'engagement de la région, mais il y a aussi les Hauts-de-France. Il y a aussi les Hauts-de-France, il y a aussi les Pays de Loire, on pourrait parler de Bourgogne-Franche-Comté, de la Bretagne, on est en train de discuter aussi avec le Grand Est, on a signé avec la région Sud, et j'observe en fait que c'est en travaillant avec eux qu'on va tester dans les semaines, dans les mois qui viennent, les bonnes modalités pour faire en sorte qu'il y ait un comité unique et pas 50 comités au niveau du bassin d'emploi et qui soit centré sur deux objectifs simples qui sont les demandeurs d'emploi sur le territoire et comment, selon leurs particularités, on va leur proposer l'accompagnement qui soit adapté et quelles sont les entreprises sur le territoire qui ont des difficultés de recrutement et comment on s'assure qu'on baisse les offres non pourvues. Et pour pouvoir réaliser ceci, eh bien, c'est à la fois les opérateurs de l'emploi, Pôle emploi, Cap emploi et les missions locales qui doivent travailler mieux main dans la main, on l'a déjà dit, mais aussi que les gouvernances, c'est-à-dire que les moyens consacrés par l'État, les régions sur la formation, si elles ne territorialisent pas l'accès à la formation aux besoins des bassins d'emploi, ça ne peut pas fonctionner, et que l'action des départements qui ont les moyens pour assurer l'insertion sociale des personnes, eh bien que ces moyens-là, on les mette ensemble au niveau des bassins d'emploi. Ces tests-là, on commence à le mettre en place dans les 18 départements pilotes, dans ces régions-là, et c'est, je pense, fort de cet apprentissage sur le terrain que nous allons pouvoir déployer progressivement une gouvernance beaucoup plus efficace et éclairée par des données, qui sont partagées. Dans le bilan sur les expérimentations RSA sur lequel Madame Le Nabour, qui était co-rapportrice du texte avec Paul Christophe, sur les expérimentations RSA. Moi, ce que j'observe depuis un an, c'est que d'abord, la première des choses, c'est que quand on travaille ensemble, on bâtit de la confiance et que les départements, il y a un an, n'étaient pas forcément, quand ils ont entendu parler de France Travail, extrêmement, ils pouvaient aussi nourrir un certain nombre d'inquiétudes. Depuis, on travaille ensemble à élaborer avec... Quand je parlais de causes partagées dans le propos liminaire, c'est que nous avons tous un intérêt à faire en sorte qu'il y ait moins de bénéficiaires du RSA et qu'ils aient plus d'opportunités pour pouvoir retrouver un travail. On le fait dans 18 départements avec d'ailleurs des orientations qui sont diverses. Il y en a aussi dans les DOM-TOM, territoires urbains, territoires ruraux, et ils sont source de beaucoup d'apprentissage. La première chose qu'on voit, c'est qu'on peut accélérer les choses en outillant mieux les équipes. Un exemple, là où on était à 150 jours, je le mentionnais dans le rapport, entre le moment où on s'inscrivait au RSA et le moment où la personne se retrouvait devant un référent, eh bien, par exemple, dans le département du Nord, pour citer par exemple l'expérimentation de Tourcoing, on est passé à moins de 15 jours pour avoir un diagnostic avec un travailleur social et un conseiller Pôle emploi, et 8 jours après, on est positionné devant un référent. 20 jours, 150 jours
on passe à 20 jours. Ça, c'est du changement concret pour les bénéficiaires du RSA. La deuxième des choses que nous disent les travailleurs sociaux et les conseillers Pôle emploi, et ça c'est à peu près vrai dans les 18 départements, c'est que travailler ensemble, ça leur permet du coup de répondre à l'ensemble des questions et des problématiques qui sont posées par les bénéficiaires du RSA. Et ils se sentent beaucoup plus confortés dans leur action là-dessus. Troisième changement, le taux d'orientation. Là, on n'avait que 40% des bénéficiaires du RSA qui étaient inscrits à Pôle emploi. On passe, ça dépend des départements, mais plus ou moins à 80-85% d'orientation vers de l'emploi ou du socio-professionnel. Parce que le regard du conseiller de Pôle emploi ou de la mission locale permet, derrière les difficultés sociales, aussi d'entrevoir des possibilités d'insertion professionnelle. Et puis, dernier point que je voudrais souligner, c'est le fait que tout ne sera pas parfait d'un coup. Et c'est bien ce qu'on a dit dans le rapport. Vous savez mieux que personne combien ce dont on est en train de parler est quelque chose de difficile. Vous savez aussi que d'un territoire à un autre, nous ne partons pas des mêmes pratiques, des mêmes cultures, des mêmes modes de fonctionnement, et que faire du sur-mesure à grande échelle, ça suppose aussi d'accepter de prendre le temps, d'en tirer des apprentissages, et c'est ce que nous faisons sur le RSA. Par contre, on a partagé toutes les données. Depuis le 9 novembre, on a mis à disposition des départements et de l'ensemble des équipes qui travaillent sur les expérimentations ce partage des données qui permet de savoir qui on accompagne, quelles sont les situations, quelles sont les actions qui sont mises en œuvre. On a branché aussi sur ce qu'on appelle la DSN, qui était aussi un engagement dont on avait parlé, dont le ministre Olivier Dussopt vous avait parlé lors de son audition, pour savoir le retour effectif à l'emploi, de quelle nature il se fait, dans quel contexte. Et chaque semaine, chaque mois, nos équipes vont accompagner l'évolution de ces outils. Et pourquoi ils fonctionnent? Parce que ce n'est pas la haute administration ou les grands chefs qui prennent les décisions, mais ceux qui sont sur le terrain, qui expliquent ce dont ils ont besoin pour pouvoir mieux remplir leur office. Et je pense que c'est cette culture-là et ce mode de fonctionnement-là qui garantira aussi une meilleure efficacité du service public de l'emploi auquel vous avez été nombreux à aspirer. Sur la question des moyens, j'ai évoqué la question des moyens humains. Sur les moyens financiers, j'attire quand même l'attention sur le fait qu'il y a une trajectoire qui a été confirmée sur l'opérateur France Travail de 300 millions en 2024, de 500 millions supplémentaires en 2025, de 750 millions en 2026 et de 1 milliard en 2027. Au-delà des moyens qui sont consacrés à l'opérateur France Travail, il y a aussi les moyens consacrés au plan d'investissement dans les compétences qui a été renouvelé. C'était une des aspirations que nous avions et que collectivement était remontée du terrain et que j'avais relayé dans le rapport France Travail. C'est 3,9 milliards d'euros qui seront consacrés par l'État aux côtés de l'effort des régions. Et les discussions sont en cours avec chacune des régions pour l'élaboration de ces nouveaux plans régionaux d'investissement dans les compétences, avec d'ailleurs, puisque c'était des questions que vous avez posées, deux préoccupations et deux apprentissages par rapport au cycle précédent. Mieux centré sur les besoins des entreprises pour ce qui est des formations au métier. Par exemple, dans le numérique, c'est 52% des formations qui accèdent à un métier quand on sait les tensions qu'il y a dans le numérique, quand on est sur des préparations opérationnelles à l'embauche ou des formations qui répondent aux besoins des entreprises, on est à plus de 90%. C'est ça aussi le pilotage au résultat, c'est de regarder pour mettre les moyens là où ça fonctionne pour les entreprises et où ça répond mieux aussi aux besoins des demandeurs d'emploi. Sur les moyens, pour terminer, eh bien, il y a aussi l'accompagnement rénové sur le RSA. Et comme on le fait de manière itérative, l'année dernière, sur les 18 départements, c'était de l'ordre de 30 millions d'euros, 20 millions pour chacun des qui ont été répartis sur les 18 départements. Nous allons contractualiser, le ministre Dussopt est en train de le mettre en place avec les 103 départements, une contractualisation France Travail. 170 millions d'euros y seront consacrés en 2024, à la fois pour accompagner chacun des départements de France pour pouvoir préparer au 1er janvier 2025 les bonnes conditions de mise en œuvre du projet de loi que vous avez voté, mais aussi d'accompagner la montée en puissance des expérimentations dans d'autres départements, puisqu'ils sont nombreux aujourd'hui à vouloir, pour ceux qui se sont engagés, à vouloir le proposer à d'autres bassins d'emploi, et de nombreux départements nous ont demandé de pouvoir entrer dans l'expérimentation dès 2024. Dans les points, mon temps est compté, ouais,
Vous avez rendez-vous au Sénat. Ah, pardon. Voilà. Il y a tellement de choses. Alors, vous avez parlé dans les oui, seniors, c'est un. Enfin, sur la question de l'accompagnement des seniors, c'est évidemment, mais un enjeu aussi, mais comme aussi pour tous les autres types de publics, de pouvoir proposer des accompagnements adaptés. Moi, j'attire l'attention sur le fait qu'effectivement, pour les seniors, si certes le taux de chômage des seniors est plus faible, il n'empêche que la durée au chômage des personnes seniors est quasiment du double de la moyenne. Et donc on a un vrai enjeu sur les seniors. Il y a une négociation et des discussions qui sont en cours avec les partenaires sociaux qui vont faire un certain nombre de propositions. Et nous serons évidemment particulièrement attentifs. Et si vous m'accordez votre confiance, c'est un sujet sur lequel je serai particulièrement attentif pour qu'on fasse des propositions pour améliorer la prise en charge sur les seniors. Voilà, sur la ruralité, juste la mobilité, quand même, on a mis en place et on a un test sur 3 communautés de communes pour régler la question et tester la question des mobilités dans le Pas-de-Calais. On fait des tests dans le Pas-de-Calais, à Meaux et puis en Bretagne. Voilà, il faut... voilà, il y en a assez. Oui, et les logiciels, c'est vrai que c'était une question aussi pour les Yvelines. Nous, on n'impose pas en fait de démarche a priori. Par contre, ce qu'on fait avec les départements sur la stratégie sur les logiciels, c'est qu'il y a des départements qui ont leurs propres outils. Et là, dans ces cas-là, on travaille à l'interconnexion des données pour pouvoir assurer l'accompagnement et éviter les redondances. Ou alors, on a des départements qui choisissent d'utiliser les outils que nous développons avec France Travail et que nous mettons à disposition des départements qui le souhaitent. Donc, les deux solutions sont possibles. Nous, ce qui nous semble important, c'est que du coup, le partage de la donnée soit possible et que ça permette un continuum dans la mise en œuvre du parcours. Merci beaucoup, Monsieur Guilly, pour tous ces éléments de réponse et aussi pour votre propos liminaire très clair et détaillé. Je vais vous inviter, Monsieur Guy, maintenant à nous quitter pour que les députés puissent procéder au vote. Et nos agents vont vous raccompagner, je crois. Messieurs. Vous pouvez raccompagner Monsieur Guy, s'il vous plaît ? Merci à vous et à bientôt.